Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Installez-vous, on est lundi 14 avril. Lundi 14 avril, pardon, on va parler de cette 29e journée de Ligue 1. Ça y est, on est en plein dans le sprint final, plus que jamais. Il reste désormais 5 matchs à suivre pour nos chères équipes, avec évidemment cette lutte en haut, avec toujours autant de suspense, ça se chevauche, hein. Je pense qu'encore une fois, ce sera le cas jusqu'au bout. On aura du changement, 34e journée, je pense qu'on aura deux derniers multiplex qui vont être assez dantesques, et je pense vraiment que les positions figées arrêtées, on ne les verra qu'à la dernière journée. Ouais, je pense que peut-être Nice, ça va être l'équipe qui est un peu plus dans le dur, mais entre Strasbourg, Lille, l'OL, Monaco, Marseille, peut-être Monaco, voilà, en gagnant ce match contre Marseille, a pris un petit peu d'avance, donc à voir, mais on est toujours entre 5 points d'écart, 5 points d'écart entre ces différentes équipes, donc évidemment, il y a, comme on dit, du chaos dans l'air, et puis bien sûr, en bas, toujours les mêmes questions. Est-ce que Montpellier gagnera ne serait-ce qu'un point avant cette dernière journée? On sait qu'il y a eu un changement de coach, d'ailleurs on dira un mot là-dessus, parce qu'autant Montpellier, il y a beaucoup de choses, il y a tout à jeter cette saison, dans l'organisation, dans l'organigramme, dans le staff, dans les joueurs, l'attitude, les déclarations, mais j'avoue que le choix de Zoumana Camara m'intrigue beaucoup, et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour repartir d'une pierre blanche et voilà, poser les bases d'un nouveau Montpellier. Et puis évidemment, on voit que Saint-Etienne gagne un point contre Brest, mais il faut marquer je ne sais combien de buts pour accrocher ne serait-ce qu'un point, c'est vraiment compliqué. Le Havre en a pris 5 contre Rennes, Angers a de nouveau gagné, Reims a fait le super coup face à Lens et s'offre un beau petit matelas avec pourquoi pas l'espoir d'aller chercher un maintien de manière un peu plus sereine par rapport à la série désastreuse qu'on a connue. Donc voilà, on a tout ça à voir. On n'a que 8 matchs parce qu'évidemment on a eu le Nantes PSG qui a été reporté en vue de la Ligue des Champions. Donc voilà, on retrouve le Paris Saint-Germain dès demain face à Aston Villa. Et puis sinon voilà, on va faire notre tour habituel. C'est vrai que pour le coup il y a eu beaucoup de perfs assez costauds parce que vous le savez, je fais mon équipe type et pour ce live et pour hors-jeu. Et là, j'ai envoyé en avance pour les aider voilà, à préparer les petits assets, les petits graphiques et tout. Et sincèrement, l'équipe de la semaine, il y a eu tellement de bonnes perfs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont mis des doublés. Je dois vous avouer que j'ai pas mis dans ma compo des joueurs qui ont mis 2 buts. C'est quand même assez fou. Mais voilà, on l'expliquera une bonne fois pour toutes. Mais hier, par exemple, j'ai eu le grand bonheur de commenter la JOCR contre l'Olympique Lyonnais. Bah, franchement, très bon match. On s'est bien régalé. Puis l'OL qui nous fait vraiment un sprint final de grande qualité avec beaucoup de bons matchs et de contenu intéressant depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. Et voilà, quand tu vois les matchs de Cherki, de Tolisso, de Mikotadze, de Koumbedi, tu te dis que cet OL-là, bah, il va être assez costaud à aller chercher. J'en profite pour saluer les habitués du chat comme Brandon, comme Hugo SSE, Babidax, ami lyonnais qui doit être ravi comme Faizen, avec évidemment week-end prochain, le derby, retrouvailles à Geoffroy Guichard, ça va être bien alléchant, un match odeur du sang comme on aime. Soso Chat modératrice qui est là aussi, mais aussi Yoga, un petit nouveau qui nous dit les 4 derniers placements de Marseille, à chaque fois ils ont pris tarif, la C3 leur va bien, même s'ils étaient voués une deuxième place. Alors, je sais pas si l'Europa League leur va bien, par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est le titre, si l'OM ratait la Ligue des Champions, par rapport à l'avance qu'ils avaient, le fait qu'ils disputaient pas de Coupe d'Europe, qu'ils se sont fait sortir assez tôt en Coupe de France, qu'ils avaient qu'un match par semaine, ce serait un échec assez monumental. Et je pense que ce serait une bonne claque pour De Zerbi, pour tout l'organigramme marseillais, parce qu'évidemment, tu disais que toutes les planètes étaient alignées. Encore, je trouve que l'équipe, elle devait suffire. Évidemment, elle peut avoir des lacunes quand on voit en défense et tout, c'est chaud. Mais sincèrement, je me dis que là, si rater la LDC, ce serait un échec majeur et une grosse remise en question, je pense, pour beaucoup de personnes. Et je me répète, honnêtement, il y avait tout qui était réuni. Ils peuvent encore le faire. Évidemment, c'est pas terminé. Semaine prochaine, ils reçoivent Montpellier. Alors, évidemment, Montpellier, sur les 10 derniers matchs, ils ont eu 10 défaites. Ils ont marqué un but. On pense tous à la même chose parce qu'on avait vu le match à Reims où c'était un peu la même série. Là, par contre, au Vélodrome, si Montpellier ne prend serait-ce qu'un point, là vraiment ce serait, j'aurais même pas les mots pour expliquer ce que représenterait ce match. Alors évidemment on va se poser devant parce que ça va être le divertissement, mais voilà, tu prends tout ce qui va pas à Montpellier, regardez juste les buts qu'ils encaissent encore contre Angers, regardez tous les buts qu'ils ont pris, les défaillances individuelles. Tout le monde a un peu lâché l'affaire. Andy Delors qui se met à faire des paddles, à sécher les entraînements. Alors là, c'est vraiment la kermesse. Non, honnêtement, ce serait assez fou de voir ça. Mais ouais, on va se concentrer
concentré là-dessus parce que, encore une fois, il reste que 5 journées, ça va être palpitant jusqu'au bout. Et dans ce sprint final, ouais, il y a des équipes qui sont en mode victoire, défaite, un peu comme Lille, Monaco, et d'autres qui arrivent vraiment pas à bien enchaîner, comme l'OM qui reste sur une série, ouais, on est sur 5 défaites sur les 7 derniers matchs. C'est assez fou. On est, quoi qu'il arrive, en fait, on se rend compte qu'on est sur beaucoup de poursuivants qui ont des qualités, mais qui ont aussi beaucoup de défauts. Et on n'a pas d'équipe à 2 points de moyenne au-delà du PSG. On a des équipes qui sont à 8-9 défaites depuis le début de saison. C'est quand même un nombre de revers qui est assez important, assez fou. Et on se pose, encore une fois, beaucoup de questions sur comment résoudre ces soucis. Et je pense qu'il y aura encore du gros mercato chez les uns et chez les autres. Du côté des Girondins, écoutez, on est sur une petite série de victoires de suite après avoir enchaîné 5 défaites. Justement, il y a des sprints finaux aussi qui sont compliqués en National 2. Voilà, victoire contre Saint-Malo, l'une des équipes avec laquelle Bordeaux se bat pour monter. On rappelle, hein, en National 2, il n'y a qu'une équipe qui monte. Hein. C'est vraiment le Hunger Games. Il n'y a pas de meilleur deuxième, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment le meilleur qui monte et puis basta. Donc, on a évidemment ce mano à mano avec Saint-Malo. Une autre équipe s'est rajoutée là-dessus, c'est Saint-Brieuc, le Stade Briochin, qu'on avait vu faire une très belle perf en Coupe de France. Ils avaient notamment battu Nice. Et eux, ça leur a donné vraiment un allant parce qu'ils sont sur 8 victoires de suite. Donc ouais, je pense, comme le dit Zakios, qu'on pensait que Saint-Malo allait être l'ogre de ce championnat. Et je pense que Saint-Brieuc va avoir son mot à dire. Le Saint-Brieuc, on retrouve évidemment la légende Christophe Carbrat. Tu regardes sur quelle chaîne les matchs de Bordeaux? Eh bien, on regarde sur YouTube, sur TV7. Donc voilà, il n'y a pas que des inconvénients à chuter dans les méandres, dans les bas-fonds du football français. Il n'y a pas besoin d'abonnement, c'est gratuit. Alors écoute, voilà, on prend les petits plaisirs là où ils sont. Et c'est le cas de se retrouver avec des matchs voilà, en accès libre sur YouTube. Mais voilà, on va voir. En plus, je pense que vous avez vu l'actualité. À Bordeaux, on est très généreux. On a des primes de matchs qui sont incroyables. On a quand même offert des paires de claquettes aux joueurs. Bah voilà, hein, c'est un autre univers, la 4ème division. Et là, pour la victoire contre Saint-Malo, on est allé un peu plus loin sur la prime. C'est un maillot de Coupe de France. Donc là, vraiment, on a été encore plus, on va dire, inventif sur la manière d'offrir des primes. Non, mais en vrai, c'est aussi le quotidien d'un club comme ça. Mais ça peut faire rire quand même, grimacer selon le point de vue. Mais je pense qu'à Bordeaux, on a vécu tellement de trucs un peu lunaires dans ce style-là que sincèrement, une de plus, une de moins. Tu vois, quand j'ai vu l'info, certains ont dit non, mais c'est un conte parodique, tout ça. Et moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'en suis sûr, c'est tout à fait possible. Non, mais prochain match, je sais pas ce qu'on va offrir, qu'est-ce qu'on peut trouver. On peut trouver ouais, des autographes dédicacés de Pierre Ducasse, retrouvés au fin fond d'une boutique. Ça pourra aller, ça pourrait être le cas. Andy Carroll aura joué avec Jess Miner ce week-end, il jouera contre James Lemarer. Ça, c'est des blazes. James Lemarer, ça a l'air vraiment d'être un nom inventé assez fabuleux. Mais bon, on verra ce que donnera Bordeaux. Après, je vous le répète encore une fois, Bordeaux peut monter sportivement, ça peut le faire. Bordeaux peut être voilà, premier de son championnat. Mais encore une fois, vous savez qu'il y a des histoires de DNCG, de tribunaux. Voilà, c'est toujours une incertitude à ce niveau-là. Les amis, on va commencer nos petits débriefs Ligue 1. On va aller de suite là-dessus, en affichant évidemment les petits résultats. On va faire que 8 matchs parce qu'il y a le Nantes PSG qui a été reporté, avec, comme je vous le disais, voilà, des matchs qui ont compté hein, en haut du classement. 2 chocs du haut de tableau, Strasbourg-Nice et Monaco-Marseille. Monaco, Lille et Lyon qui font les belles opérations avec 3 points. Nice qui limite la casse. Strasbourg qui aurait vraiment pu faire une opération de dingue avec ce but à la dernière minute. En bas, alors oui, je vois que Pablo Aimable, très beau pseudo au passage, parle de Mathieu Gorgelin. Les matchs de 17h15 le dimanche, le petit multiplex, souvent c'est les matchs voilà, entre des mal classés, de temps en temps des équipes du ventre mou qu'on peut rien à jouer. Je ne sais pas si vous avez regardé ces matchs-là, mais au niveau des erreurs défensives, un peu du n'importe quoi, on a été servi. Gorgelin qui fait la mauvaise relance, Gorgelin qui perd un ballon dans les pieds d'Altamari qui a plus qu'à aller marquer un but. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu El Melaili, Angers-Montpellier qui a raté une occasion en or, le doublé d'Esteban Le Paul. Mais ouais, Gorgelin, les 2 loupés, waouh, là, sincèrement, on applaudit. Le pire, c'est que Gorgelin, qui avait pris la place de Desmas, il a été pas trop mal. Mais là, vraiment, c'est critique. Là, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. Et comme je vous le disais, Saint-Brest était vraiment pas loin, mais à chaque fois, Brest remettait un but. C'est
c'est dur de se maintenir quand tu prends autant de buts, que tu fais autant d'erreurs individuelles, que tu concèdes autant de pénaltys. Sainté, c'est fou parce que l'attaque, encore une fois, David Tajuis, Tassin, Cardona, avec derrière du Bouchoirie, du Ekwa, c'est des vrais bons joueurs de Ligue 1. Franchement, ils ont le niveau. Par contre, derrière, tout le reste, même j'ai vu qu'il y avait des débats sur l'Arseneur. L'Arseneur, il fait une saison, il prend 65. Combien de buts exactement pour notre ami l'Arseneur? L'Arseneur, 67, c'est vertigineux. Mais bon, est-ce qu'il peut grand-chose et tout? Je sais pas. Mais évidemment, il peut être un petit peu plus décisif. Mais quoi qu'il arrive, la défense de Sainté, c'est waouh. Juste, juste dingue. Du coup, on va commencer petit à petit avec nos petits débriefs. On va aller évidemment sur le match du dimanche soir. C'est la tradition avec la belle victoire de l'OL contre la JOCR, un match qu'on a commenté avec Braque avec beaucoup de plaisir, déjà parce que c'était un match intéressant dans sa configuration. Auxerre qui est en roue libre de manière positive parce que maintien assuré, ils ont eu l'habitude à domicile d'embêter pas mal de gros. L'OL qui est voilà, dans un enchaînement assez dantesque avec la double confrontation contre Manchester, l'envie aussi d'accrocher le top 4, un petit peu ménager certaines forces. On avait vu Fonseca et son staff, voilà, par exemple mettre du Koumbedi, Kaeta Tchar qu'on n'avait pas vu depuis une dizaine de journées. On avait également Abner titulaire. On avait aussi cette association La Casette Mikotadze. Alors l'association de La Casette Mikotadze, elle n'a pas forcément été sur deux avancantes de pointe qui sont sur le front de l'attaque. C'était peut-être plus Mikotadze qui était côté gauche, mais sincèrement, j'ai trouvé que l'idée pour Fonseca de mettre 4 attaquants plus Tolisso, elle était bonne. Et c'est vrai que autant je trouvais le timing un peu dérangeant pour Pierre Sage par rapport à ce qu'il avait fait. Il était encore en lice en Europa League, en Ligue 1, il n'était pas loin. Autant Fonseca, bah oui, on voit une progression, oui, on voit un Noël qui est bien meilleur, faut le reconnaître. Et il n'y a pas de mal à le dire que Fonseca a changé de manière très positive cet OL, qui a beaucoup d'occasions, de maturité. Et ce que j'aime dans cet OL-là, c'est que sur chaque action, si vous regardez bien, il y a toujours 4-5 joueurs, voire 6 qui sont dans la surface. Il y a énormément de projections vers l'avant, à savoir que quand un attaquant fait une percée, il est souvent très bien accompagné. Il y a cette envie vraiment d'aller faire mal à l'adversaire, à plusieurs. Et après, il y a des séquences collectives de haut niveau. Alors, c'est vrai que Lacazette, le match, on peut dire gênant, oui. C'est vrai qu'il fait son âge. Il y a des ratés qui sont assez fous, mais dans l'autre sens, c'est quand même voilà, un joueur qui peut au moins se procurer des situations. Et c'est vrai que les deux services de Cherki, il y en a au moins un qui doit convertir. Le premier, quand voilà, il bute sur Donovan Léon, derrière qu'il a une belle opportunité de tir et qu'il n'y a que des défenseurs et qui a réussi à tirer sur Djoubal. Bon, Djoubal qui a beaucoup de réussite parce qu'il ne touche pas le ballon de la main, c'est sauvetage sur la ligne. Mais oui, c'est vrai que Lacazette, on sent que c'est sa dernière saison. C'est comme Matic, on sent que ce sont des gros salaires, que voilà, il arrive un petit peu sur la fin de son histoire. Après, ça reste évidemment légende du club. Il marque encore hier et c'est bien pour lui, surtout quand il y a une passe décisive de Mikotadze. Mais c'est les petits points peut-être à revoir, comme le but de Sinayoko, tu vois, Almada ou Koumbedi qui sont un petit peu tendres. Sinon, cette équipe lyonnaise, ouais, Ryan Cherki, on ne cessera jamais de se répéter, les gars, mais qu'est-ce que c'est fort. Franchement, c'est un joueur qui nous fait une saison pleine, référence, contre des gros, contre des équipes à sa portée, dans différentes compétitions. Il y a de la passe, il y a la créativité, il y a du but, il y a de la personnalité, il y a du leadership, il y a le très bon cocktail pour le mettre assez haut. Moi, je pense qu'il est dans l'équipe type de la saison. Que s'il n'y avait pas eu les Parisiens, je pense que ce serait le joueur de Ligue 1 de la saison, pareil. Il y a énormément de crédit à mettre à son actif. Et ce qui me plaît, c'est que Cherki, quand il avait peut-être des matchs où il n'était pas rayonnant sur 90 minutes, c'est qu'il arrivait quand même à faire, tu vois, des buts, des passes D, enfin avoir des gestes décisifs. Là, pour le coup, le match d'hier, c'est peut-être l'une de ses meilleures perfs. Et il y en a eu beaucoup de ces des très bons matchs pour lui. Ouais, sincèrement, il est hyper costaud. Il nous donne l'ampleur de son talent et c'est au service du collectif. Et c'est tout bon pour un coach comme Fonseca, comme pour une équipe comme l'OL. Déjà qu'en première période, il y a énormément de très bons services. C'est un joueur qui, avec Tolisso, a touché le plus de ballons. Ouais, vraiment, ce Cherki mature, ce Cherki 2025... On le répétera jamais assez, mais c'est un joueur sur qui il y a eu beaucoup d'attentes d'entrée.
Il a connu énormément de coachs différents, de contextes différents à l'OL. On était sur une équipe quand il est arrivé dans le groupe pro qui était demi-finaliste de Ligue des Champions, mais qui n'a pas connu l'Europe derrière, qui a connu Rudy Garcia, Peter Bosz, Laurent Blanc, Fabio Grosso, Pierre Sage. Il a connu énormément d'alternances, de postes différents, de projets collectifs différents. Et c'est vrai que sous Pierre Sage, on a senti vraiment un joueur qui prenait la pleine mesure de ce qu'on attendait de lui pour au final exploser totalement. Là, c'est la meilleure version qu'on voit. Et oui, moi je vous le dis, il n'y a que des éloges à avoir. Alors évidemment, des personnes le réclament en équipe de France. Oui, moi aussi je vous l'ai dit. Je pensais que quand on avait, comment il s'appelle Marcus Thuram qui était blessé lors du dernier rassemblement en équipe de France, il devait être à Clairefontaine. Ça, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il a fait une perf un peu incroyable contre l'Angleterre U21. En Angleterre, on commence à beaucoup parler de lui, justement, les matchs contre Manchester United, les matchs contre ces espoirs là. Là, il y a un match qui arrive à Old Trafford jeudi. Ça peut être sa carte de visite pour définitivement convaincre des clubs de le recruter, parce que je pense que si on s'avance vers l'avenir de Ryan Cherki, il faut aussi qu'on en parle, les amis. Je pense que Cherki est amené à partir cet été. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un an, c'était pour 15 millions d'euros. Là, je pense que ce sera le double. Le double, hein. Je sais pas qui se mettrait pour lui. Moi, je te dis Brighton, évidemment, c'est l'idée idéale, parce que c'est une équipe, voilà, qui, l'idée idéale, désolé pour la répétition, mais c'est une bonne idée parce que tu as du talent, c'est une équipe qui aime bien ce type de projet, mais moi je te dis, ça doit aller taper plus haut. Et quand je parle de plus haut, moi je vous dis Liverpool pour préparer l'après-Salah dans un autre style. Moi sincèrement, je dis pas qu'il doit être à Liverpool titulaire indiscutable, mais je pense que dans son idée de progression, un club comme Liverpool, ça coche beaucoup de cases qui me plaisent. United, non. Enfin, United, oui, parce qu'il serait titulaire et ce serait idéal, mais comme il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les cadres, l'accompagnement et tout, je me dis que ça pourrait être un bourbier. Après, ça peut aussi très très bien marcher, hein, parce que United, il peut devenir une idole là-bas et ça peut être dingue. Mais moi, Liverpool, je pense que sincèrement, ça peut être l'équipe, sincèrement. Qui réunit toutes les bonnes conditions pour qu'il puisse exploiter. Je vois quelqu'un qui parle d'Arsenal, Cherki, doublure d'Odegaard. En vrai, quand tu vois, en fait, ça dépend de l'utilisation. Est-ce que ce serait plus bas, mais c'est l'influence d'Odegaard et Odegaard il va pas bouger. Est-ce que ce serait sur le côté droit, mais t'as Saka. C'est aussi, un petit peu le temps de jeu à donner. Mais tu vois, par exemple, Cherki, j'ai parlé de l'après-Salah parce que on devine que c'est la dernière saison de Salah l'an prochain et que t'aurais ce côté droit utilisé. C'est vrai qu'il y a aussi Nwaneri Arsenal. Par exemple, tu vois, Cherki dans un rôle peut-être plus derrière à la place d'un Slobodzai qui n'a pas encore totalement convaincu, je me dis pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de son avenir, il y a beaucoup de clubs et malheureusement, mon cher Thibaut, Dortmund, je pense que comme on dit, le train est passé et que ça va être compliqué de le ramener au B fin au B, comme dirait Jean-Charles Sabatier. Mais c'est vrai que Cherki, le match d'hier prouve encore une fois dans cette continuité qu'il il est très très bon. Et j'aime bien ce que tu dis, alors personnellement, je mets plus Tolisso que Cherki comme meilleur joueur de Ligue 1, que ce soit par la régularité, il joue 80 minutes par match, tout le temps fort en attaque comme en défense, il stat l'impression de voir un joueur dans son prime qui porte l'équipe. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que au-delà de Cherki, oui, je pense que Tolisso, hors PSG, aurait son mot à dire pour être l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Je pense aussi à André Santos dans ce registre-là. Il a évidemment son mot à dire et c'est vrai que tu dis quelque chose de très juste à la fin. Est-ce qu'on n'assiste pas à la meilleure version de Tolisso? Parce qu'on a connu un Tolisso très bon à l'OL lors de ses premières années, un Tolisso qui a aussi été utile au Bayern, mais de mémoire, c'était pas un Tolisso qui était aussi complet. Il avait une activité très bonne, mais là, le Tolisso que je vois par exemple hier à la Baie des Champs, c'est juste monstrueux. Le nombre d'allers-retours, d'efforts, de contre-pressing, de ballons récupérés, de tacles, c'est vraiment un joueur qui se dépense sans compter et qui garde sa lucidité pour être bon dans le dernier geste. Ça, c'est important parce que tu peux avoir des joueurs qui courent tout azimut sur le terrain, qui se dépensent comme des fous, mais qui perdent un petit peu de leur fraîcheur quand il faut faire le geste juste. Là, Tolisso, il réussit à être très bon. C'est vrai que par exemple, le geste qui illustre très bien ça. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir autant de lucidité, mais par contre, il le fait à merveille. C'est la passe ici pour Cherki. Cette petite remise dans la surface, de toute façon, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont adorer la remise de Tolisso, ils vont dire que c'est le geste qui est le plus fort dans l'action. Ceux qui vont dire Cherki enroule très très bien son ballon. Moi, évidemment, j'ai adoré
J'ai adoré les deux, mais c'est vrai que Tolisso, ce retour au premier plan, fait énormément plaisir pour lui. Il l'a dit, il est passé par des moments pas évidents, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, il y a des moments de doute. C'est sûr qu'au Bayern, t'as pas totalement convaincu, et là, tu es sur un autre style de joueur. Et ce qui est bien, c'est que c'est un joueur qui réussit à être aussi impactant quand il est un peu plus haut sur le terrain, qu'il est côté gauche, qu'il est plus reculé aux côtés de Matic. Après, Matic, il servait de sentinelle. Et Tolisso, hier, il était un petit peu en mode électron libre. Mais c'est pas un hasard si c'est le Lyonnais qui touche le plus de ballons hier. C'est vraiment qu'il a un aspect crucial dans cette équipe, et c'est vraiment un leader exemplaire dans tous les aspects. Et c'est vrai qu'en termes de comeback, c'est l'un des plus beaux, je trouve, par rapport à ce qu'il montrait. Tu le dis, Pompavello Junior, Tolisso qui était un véritable boulet. Je pense que véritable boulet, c'était plus dans l'aspect salaire, cadre. Tu vois, tu dis, tu prends un mec comme ça et finalement il t'apporte pas grand chose. Et là, pour le coup, il t'apporte un supplément d'âme qui est assez dingue. Et c'est vrai que Tolisso Cherki, ça symbolise très très bien cette OL-là. Et j'ai bien aimé aussi le match de Koumedi hier, très généreux, beaucoup de bonnes projections, aussi impliqué sur le deuxième but. Mikotadze aussi, pas forcément récompensé en première période sur ses appels incessants. Mais voilà, il se provoque le penalty, le marque. D'ailleurs, c'est une belle passation de pouvoir. Voir Mikotadze tirer un penalty alors que Lacazette est sur le terrain, ça n'arrive pas tous les jours. Donc ouais, c'est vrai que pour l'OL, il y a beaucoup de positifs à détacher de ce match. Vraiment très très intéressant. Kaetachar aussi pour son retour. Alors Kaetachar, il m'a fait peur sur une de ses premières interventions quand Sinayoko file au but. Mais voilà, c'est vrai que ce match, il coche... c'est le contrat rempli de manière idéale, quoi. Tu gagnes, tu te replaces dans la course au top 4, t'es quatrième d'ailleurs. Tu reposes pas mal de cadres. T'avais Tagliafico, comment il s'appelle, Mata, Maitland Nice, qui ont peu joué ou même sont restés sur le banc. À voir un petit peu pour les offensifs, parce que c'est vrai qu'avec Nuama, Fofana, t'as peut-être encore du manque. On va voir si Fofana va pouvoir revenir à Old Trafford. Mais c'est vrai que sincèrement, cette équipe lyonnaise m'a énormément plu dans tous ses aspects. C'est une équipe qui est très agréable à voir jouer. L'une des plus agréables sur ce sprint final. Et même s'ils ont perdu à Strasbourg et tout, souvenez-vous la première période à Strasbourg. Au final, c'est un petit peu comme la première période à Auxerre, parce qu'il y a des face-à-face, il y a des grosses situations. Mikotadze, il touche la barre à Strasbourg. Et après, Strasbourg, ils tournent le match dans leur sens. Mais la première période de l'OL, on l'oublie pas, elle était... sincèrement très très bonne, quoi. Donc à voir. Oui, c'est vrai que l'ambiance aussi, on a l'impression que le groupe tourne très très bien, et ça c'est un avantage indéniable. Côté Auxerrois, j'ai bien aimé le match de Kijana Hoover, j'ai bien aimé le match de Kevin Danois, très actif. Gaëtan Perrin qui a fait une bonne première période, un peu plus en retrait. Sinayoko, il met un top but parce que la frappe elle part à toute vitesse, mais voilà, on sent que sans Ahmed Junior Traoré, sans Elisha Oussou, il manque quelques cadre taulier de la saison dernière. Donc c'était compliqué pour Auxerre face à autant de talent, mais c'est une équipe qui se maintient bien en Ligue 1, qui nous a offert de belles réjouissances. Et ouais, Kevin Danois, je pense qu'on reparlera de ce joueur à l'avenir, parce qu'il revenait de blessure, tu le fais bien de souligner, Ewen, et il était vraiment top dans ce sens. Merci beaucoup Dark Chirac pour l'abonnement. Déjà 1 an, quand je me suis à Bordeaux était encore en Ligue 2. Ouais, hein. J'espère que la prochaine fois que tu t'abonneras 1 an après, on sera pas en Régional 3 ou en District 4. Hein. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Merci encore l'ami pour ton soutien. Qu'est-ce qu'on va voir désormais? Je pense qu'on va aller sur le Monaco-Marseille, qui était ce match attendu, le choc de cette 29e journée, avec énormément de choses à dire. Je pense que vous vous en doutez, les amis. Il y a, je vais pas dire une peur sur la vie. Là, on va peut-être pas faire comme ça. On va pas agiter des sentiments contradictoires. Mais c'est vrai que cet OM là, 5e défaite en 7 matchs. C'est le 4e déplacement de suite où ils prennent minimum 3 buts. Aïe aïe aïe. Pourtant, on avait vu contre Toulouse une victoire. Je pense que l'essentiel, c'était les 3 points. Mais c'était pas forcément rassurant au niveau du contenu. Mais on a un OM qui est un petit peu bizarre. Pour autant, la première période, quelqu'un l'avait mis plus haut. Et c'est vrai que j'étais d'accord avec lui pour
un match entre le deuxième et troisième de Ligue 1, ça manquait quand même beaucoup de qualité technique, d'assurance. C'est pas un match parfait, c'est pas un match mémorable dans ce qu'il nous raconte. Par contre, on a quand même une équipe qui a des individualités qui peuvent répondre présent à tout instant. L'AS Monaco, qui peuvent se sublimer. Et pour l'OM, tu as encore une fois des carences qui sont conséquentes en défense. Et là, tu prends par exemple le meilleur défenseur, c'était Ulysse Garcia. Kondogbia, ça a été dur. Murillo, ça a été dur. Rouli, il t'en sort 2-3, mais finalement, lui aussi, finit par prendre l'eau avec le penalty. Le penalty concédé. Luis Enrique, bah, t'as ce raté qui fait partie des ratés de la saison. Hein. Faut qu'on le dise, les gars. Hein. Franchement, le raté de Luis Enrique, c'est l'un des plus gros. Alors, c'est vrai que ça vient vite. Il le prend en première intention. Mais à ce moment-là, 1-0. Lui qui, en plus, traverse une période compliquée. Ça va pas l'aider. Derrière, il couvre le but d'Embolo. C'est waouh. C'est compliqué de fou pour l'OM. Je suis d'accord avec Peter Louis. Pour moi, la saison de l'OM est pas bonne même si tu finis deuxième. En vrai, faudra voir parce qu'il y a quand même eu plusieurs périodes. Hein. T'as une première... En fait, c'est dingue parce que l'OM a vécu plusieurs choses dans cette saison. Une première partie où tu as eu beaucoup de réussite, tu as fait t'as une avance conséquente et t'en as profité, parce que là, du coup, cette avance conséquente, elle te sert à pas te retrouver 6ème, 7ème. Tu as eu la défaite contre Auxerre, où tu as vu finalement que c'est une équipe qui avait beaucoup de carences, notamment en défense, et que ça allait pas. Ensuite, tu as enchaîné une très très belle série, les victoires contre Lens, contre Monaco. Tu as pu vraiment montrer beaucoup de belles choses. Ça a été le meilleur OM version de Zerbi. De novembre à, on va dire, janvier. Ensuite, tu as eu cette période où tu as de nouveau, tu t'es pris les pieds dans le tapis, tu as concédé pas mal de défaites et finalement, tu sais pas trop quel est l'OM de Zerbi, le véritable OM, parce que c'est une équipe qui nous a montré tellement de visages à la fois bons, à la fois conquérants, mais aussi tellement inquiétants, que ce soit la défense, que ce soit la proportion, et on n'en parle pas assez, de se créer des occasions. L'OM a beaucoup de mal, je trouve, ces derniers temps, à se créer des occasions collectivement. Alors, tu peux avoir des exploits individuels à l'image du but de Greenwood, mais sinon, je trouve que l'OM a vraiment du mal, tu vois, à être une équipe qui, sur un match, c'est comme l'OL d'hier, peut réussir, tu vois, je parle de l'OM de ce moment, hein, pas celui qu'on avait vu très efficace en début de saison, mais qui a du mal vraiment à se créer, 6-7 occasions, à avoir beaucoup de XG, comme on dit. C'est là où c'est vraiment difficile pour eux. Quel est mon pronostic sur le classement final, vous me demandez. Moi, je suis un homme de parole. Moi, je reste toujours sur ce que j'ai dit en début de saison. En début de saison, sur hors-jeu, j'ai mis PSG 1, Monaco 2, Marseille 3, Lille 4. Alors évidemment, l'OL m'impressionne beaucoup. Et je pense qu'ils auront leur mot à dire, à voir un petit peu leur gestion du calendrier. C'est vrai qu'il y a un déplacement à Monaco. Ça peut être aussi l'enchaînement des matchs avec l'Europa League. Mais moi, j'aime bien rester sur mes trucs. Et si je me trompe, tant pis, quoi. Non, t'avais dit 2, Marseille 2. Moi, je suis quasiment sûr que j'avais dit Monaco 2. Hein. Je ne veux pas revoir et tout. Peut-être je vais aller voir direct à la source. Parce que je sais où j'ai envoyé mes petits pronos, mais je suis quasiment sûr. Si ça se trouve, j'ai dit hop. Hop. Alors attends. Ça, je vais pouvoir le retrouver. Top 4 dans l'ordre. PSG, Monaco, OM Lille. Voilà. Non, moi j'avais jamais dit Marseille champion. Il y en a d'autres qui avaient dit Marseille champion et tout, mais moi, je fais plus cette erreur-là. Moi, désormais, je mets tout le temps le PSG et s'il y a une bonne surprise, voilà. Mais non, j'ai mis ça. Et pour vous dire, relégation barragiste, j'avais mis Auxerre barragiste et relégable Le Havre-Angers. Je pensais pas que Montpellier, ça déconnerait autant et que Saint-Étienne, malheureusement, se ferait autant plomber par sa défense, quoi. Donc voilà. Non, t'inquiète, je sais que tu déconnes peut-être, mais moi, je connais à peu près mes pronostics et je sais que moi, le pronostic dont je sais que là où j'étais le plus honteux, c'est que je pensais que Rosseignor que Strasbourg n'aurait pas la patience avec lui. Comme j'avais vu qu'ils avaient viré Vieira à intersaison, je me suis dit, oula, attention, ils prennent un risque et finalement, je suis trop content de m'être trompé et des fois, il faut le reconnaître. Après, c'est le jeu des pronostics, c'est qu'on fait des pronostics chaque début de saison, mi-saison, fin de saison, chaque semaine. Oui, évidemment, on va se tromper. Et après, c'est aussi le jeu de ce sport qui est le foot,
qu'il y a tellement d'imprévisibilité. À tout moment, il peut y avoir un petit caillou qui fait tout dérégler. Et moi, je te dis, Strasbourg, je pensais pas que ça tournerait aussi bien cette saison, mais dans l'autre sens, qui avait annoncé que Strasbourg serait aussi fort? Moi, je rends juste hommage à Yous. Yous avait dit Strasbourg sera un concurrent pour l'Europe, donc chapeau à lui. Mais sinon, écoute, c'est bien aussi de savoir cet aspect un petit peu imprévisible, inattendu. Par contre, il n'y a pas trop d'inattendu côté OM quand on parle de leur défense, hein, parce que il y a beaucoup de buts qui sont tellement mal gérés. Enfin, le premier où tu as tous les seconds ballons qui sont gagnés par l'OM, tu as Zakaria qui a le temps de faire cette remise pour Minamino, tu as beaucoup de panique dans ce sens. Le troisième but avec le penalty concédé par Rouli qui, sincèrement, c'est très compliqué à ce niveau-là. T'as juste allé Rabiot qui est un petit peu surnagé, qui a proposé quelque chose. Je pense que oui, si on parle un petit peu de la suite, c'est est-ce que l'OM est en danger pour cette Ligue des Champions? L'OM reçoit Montpellier. Alors, je vous l'ai dit, si vraiment, si ce match, il n'y a pas une victoire à la clé, oui, là on ferme la boutique. Là on peut raser le Vélodrome, on peut raser la commanderie, tout ce que vous voulez. Là ça va pas. Marseille-Brest, Brest très relou. Attention à Brest. Même, en fait, je pense que Brest, s'ils avaient gagné à Saint-Étienne, là c'était vraiment à la lutte peut-être pour l'Europe, ça aurait été chaud. Là, à voir ce que ça donnera pour la suite. Ensuite, tu vas à Lille, tu vas au Havre et tu reçois Rennes. Et voilà, t'as quand même ces trois matchs-là. Normalement, s'ils font 10 sur 15, est-ce qu'ils ne seraient pas en LDC? Parce que toutes les autres équipes vont pas faire 15 sur 15, je pense. Après, je peux peut-être me tromper, mais même dans un calendrier chaotique, ça peut leur servir. Quand je parle de calendrier chaotique, c'est plus la période là qui est un peu récente, tu vois, toutes ces défaites, voilà, le 3-0 à Auxerre, la défaite à Maison contre Lens, la défaite à Reims. Là, ils peuvent quand même se reprendre et bien retomber sur leurs pattes. Alors, ils vont aller en LDC pour faire quoi? Après, n'oublions pas qu'il va encore avoir un mercato, qu'il y aura beaucoup de changements. Je pense qu'ils sont trompés sur la défense, que sur le milieu et l'attaque, il y ait des retouches à faire, je suis d'accord. Mais tu as quand même, je trouve, une base pour construire l'avenir à court et moyen terme. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter non plus. C'est pas parce que ça se passe mal en ce moment qu'il faut virer les Højbjerg, les Benasser, tout ça. Je pense que tu as quand même un truc assez solide, même si on peut voir qu'il y a des joueurs qui ont quelques failles en ce moment. Par contre, la défense, c'est là où ça va être le chantier le plus colossal. Sans Balerdi, déjà qu'avec Balerdi tu prenais beaucoup de buts, là sans Balerdi c'est chaud. Après tu dis allez en LDC, pourquoi faire? En vrai, cette nouvelle formule elle profite au club français, parce que autant il y a quelques années je t'aurais dit oui, là ça va être compliqué, parce que tu aurais été chapeau 3, chapeau 4, tu serais tombé sur des équipes bien plus fortes que toi, et là je pense que l'OM n'aurait pas eu son mot à dire. Par contre, je trouve que là, à l'image de Brest, tu auras quand même des matchs contre des équipes, 2 matchs contre des équipes du chapeau 4. Tu peux affronter du Sparta Prague, du Sturm Graz, tu peux affronter du Salzbourg, voilà, l'an prochain ça peut peut-être être Mayence, tu vois, des équipes qui sont quand même largement à ta portée. Il suffit que tu fasses 3 victoires de nul et t'es barragiste. Ça, je pense que l'OM est capable de le faire. Je pense que l'OM ne fera pas, s'ils vont à la Ligue des Champions, ils ne feront pas 8 défaites. Non, ils auront quand même des matchs à leur portée. À eux de saisir maintenant ces opportunités-là. À voir. Je partage ton constat que la vérité d'une saison n'est jamais celle d'après, mais on connaît l'OM. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que l'OM, même cette saison, en te disant ça part bien, je trouvais que le mercato était bien réfléchi, t'as quand même des joueurs et tout, t'arrives toujours à avoir cette espèce de période où ça peut partir dans tous les sens, et là on est dedans, quoi. Tu vois que même il y a des règlements de compte qui s'opèrent par rapport à Greenwood et Luis Enrique. T'as des joueurs qui veulent faire passer des messages en disant bah t'as entre guillemets des starlets, des joueurs qui ne s'impliquent pas pour le collectif. C'est là que tu sens que il n'y a pas forcément d'union sacrée. Ça peut être un danger, parce qu'il y a des équipes, je trouve, sur cette fin de saison, comme l'OL, qui sont en mode très soudé, et même si l'OM a un calendrier à sa portée, ça peut être compliqué, quoi. Oui, après, c'est vrai qu'il y a aussi le cas Mbemba qui a plombé. Mbemba, évidemment qu'il a sa place tous les jours, et que ça peut être un regret de le laisser juste à l'entraînement, quoi. La dernière année avec OM plus OL en LDC remonte à quel siècle? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. C'est vrai que ça doit faire un bon petit moment qu'on n'a pas eu les deux en même temps. Peut-être il y a une dizaine d'années, quand
l'OM avait été, voilà, quand ils avaient affronté, je sais plus qui, quand ils avaient battu l'Inter peut-être, à voir, hein. Peut-être plus récemment aussi, hein. La période où ils font les 3 points contre l'Olympiakos, Porto, tout ça. Ça, c'était rigolo aussi. Donc ouais, beaucoup d'incertitudes, mais t'as cette fin de saison. Saison 2011-2012. Ah ouais, quand même, ça remonte un petit peu, quoi. C'est vrai que c'est lointain. C'est lointain. Côté Monaco, bah, autant on a plombé Philippe Cohn qui était totalement passé à côté de son match à Brest, autant là il fait des arrêts spectaculaires, notamment celui sur Gouiri qui est assez impressionnant. T'as le double pivot Zakaria Camara qui a été excellent, et les deux quand ils sont à 100% comme ça, c'est vraiment un des meilleurs pairs de Ligue 1. Mbolo, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Hugo qui l'a dit un peu plus haut. Mbolo, j'aime beaucoup, bah oui, moi aussi. Alors on parlait des prédictions, moi j'avais dit Mbolo dans l'équipe type de la saison de Ligue 1 parce que je trouvais le joueur très intéressant dans son profil. Après, malheureusement, il a manqué de finition, et l'arrivée de Biret a rappelé à quel point un neuf de l'AS Monaco ne peut pas se contenter de marquer 4-5 buts et d'avoir un échec aussi conséquent dans la zone de vérité. Mbolo, moi j'aime beaucoup le profil du joueur, c'est un mec qui se dépense sans compter, et ouais, c'est l'un, si ce n'est le meilleur match d'Mbolo cette saison côté monégasque. Franchement, ça fait plaisir pour lui parce que ça n'a pas été évident pour lui. Minamino aussi buteur, c'est bien parce que même Akliouche qui n'a pas eu un match, même Biret et Akliouche qui étaient peut-être les deux joueurs les plus en vue, là c'était peut-être un match où ils ont été un petit peu moins performants. D'ailleurs, Biret est sorti pour une petite gêne à la cuisse, il faudra surveiller ça. Mais ouais, je vois qu'on a Sœur Blanco, moi qui suis suisse, je suis content. Bah, c'est vrai que Zakaria, c'est tellement impressionnant. Et il y avait une série, hein, Monaco avec et sans Zakaria. Ah, ça change beaucoup de choses, hein. Je crois que c'est l'une des moyennes de points les plus différentes, hein. Ça vraiment, dans ce sens, beaucoup... ça parle, quoi, ça parle. Et non, franchement, cette équipe monégasque, on le sait, elle peut être un peu imparfaite. C'est une équipe qui, pas même, hein, tu vois, la première période à 18h, il le dit, hein, il est pas content parce que la première période, elle est pas dingue, hein. Au niveau du contenu, ce que je vous disais, hein, pour un match entre un dauphin et un troisième de Ligue 1, franchement, c'est pas mémorable, hein. Mais il faut savoir saisir les opportunités où elles sont, et cet AS Monaco là a été efficace et procuré beaucoup d'occasions et a fait mal, et c'est 3 points sur un adversaire direct, et pour Monaco ça tourne dans le bon sens. C'est même Lamine Camara, hein, pour une première saison à Monaco, on a vu un gros démarrage, un peu plus en retrait au cœur de la saison. Là il repart très bien, mais super joueur, vraiment super joueur, notre ami Camara. Et quand on voit ce qu'il peut y avoir sur le banc, c'est dingue, hein. Tu dis qu'un Alexander Golovin, c'est là où on a parlé tout à l'heure du déclin de la Lacazette. Golovin, je ne sais pas si on peut parler de déclin parce que voilà, il est un peu plus jeune que la Lacazette. Par contre, en termes de saison, moins bonne, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins. Ça a été un joueur qui a été tellement important pour l'ASM. Là, on sent que c'est peut-être un petit peu... Après, il a quel âge? Il a seulement 28 ans, Golovin. En vrai, ça reste jeune, hein, à l'échelle du football. Donc, à voir. Mais c'est vrai que là, allez, tu fais la différence. Tu prends le banc de l'OM et tu prends le banc de Monaco. En termes de joueurs, tu préfères largement avoir... ouais, je pense que, allez, je prends Gouiri, je prends Benasser, je prends peut-être Bilal Nadir. J'aime bien le petit Bilal Nadir. Et sinon, je prends que les Monégasques. Là aussi, après avoir fait autant de mercato, c'est inquiétant de se retrouver avec ça, quoi. Oui, Golovin revient d'une déchirure des adducteurs. C'est vrai que Golovin a eu des blessures, mais il est moins impactant quoi qu'il arrive sur ces matchs. Il y a quand même des joueurs qui ont pris l'ascendant, et tu vois, le fait de moins le voir, je pense que ça parle dans ce sens. Et Monaco, du coup, ça dit quoi le sprint final? Monaco, ah ouais, dès samedi prochain, très beau week-end encore une fois, hein. J'ai parlé du derby, mais on a aussi ce Monaco-Strasbourg 19h. Là, on va pas le rater, hein. Là, ça va être vraiment incroyable. Le Havre-Monaco, très bien. Saint-Étienne-Monaco, donc 2 matchs contre des adversaires directs. Ensuite, tu as l'OL. Ça va être avant-dernière journée vraiment dingue. Et Lens-Monaco.
totalement d'accord avec toi, mais c'était juste pour nuancer parce qu'avant sa blessure, il était régulier en titu. Non, mais c'est vrai, mais même avant sa blessure, justement, sur cette titularisation, il y a beaucoup moins de buts, de passes D, de moments marquants, d'occasions créées. Je trouve que sur d'autres années où c'était vraiment un joueur qui était quasiment en double-double, qui était un artificier, très belle frappe de loin, un joueur qui crée beaucoup par la passe, et c'est vrai qu'on le sent moins impactant. Et c'est vrai que Lens Monaco, on sait que Lens Monaco, il y a un petit. Bisbille, hein, hein, on sait que ça a pu se friter par le passé, donc pas le calendrier le plus évident, parce que tu fais que des matchs en jeu quasiment, mais tu as pu voir que tu as un effectif quand même assez balèze, tu as du banc. Je pense que Monaco sera dans les trois. Je pense qu'à minimum, ça va le faire, ça va le faire pour eux, quoi. Donc la SM qui voyage plutôt bien, même si le match à Brest s'est mal passé. Et encore une fois, le fameux gardien, le petit souci, là au moins, ils ont limité la casse. Oh, tu penses à Diego Lugano? Bah écoute, tu parles d'un joueur uruguayen, on vient de parler de Monaco. Moi, je pense à Diego Pérez, artiste. Et quand je dis artiste, prenez-le comme vous voulez, mais artiste oublié de Ligue 1. On continue notre tour du sprint final. Par contre, Monaco doit large être deuxième, voire challenger le PSG. Mais ça, je suis d'accord avec toi parce que aujourd'hui, on est sur. Allez, putain, c'est ouf. Hein. On est sur 23 points avec le match en moins, ça peut faire 26. Pour moi, Monaco ne doit pas être aussi loin. Je dis pas que Monaco doit être champion, doit concurrencer le PSG, mais ce Monaco-là doit avoir au minimum 10 points de plus pour être un peu plus balèze. Au début de saison, quand tu prends les effectifs, la ligne de départ, c'est l'équipe la plus intéressante sur le papier pour challenger le PSG. Et en décembre, ils étaient pas loin. Ils étaient à 5-6 points, tu vois. Ça reste un écart OK. Et après, ils ont pris, voilà, ils ont été dans le dur de manière assez incroyable. Et là, pour le coup, je me dis que s'ils avaient eu un peu plus de profondeur de banc et tout, ils auraient pu être allés à une dizaine de points, quoi. Mais je vous le dis encore une fois, je reprocherai jamais à une équipe de ne pas concurrencer le PSG pour le titre. Par contre, être aussi loin et avoir pour un deuxième, un troisième, 8-9 défaites, ah c'est trop. C'est trop. Non mais c'est ça, entre les gardiens, c'est vrai que Philippe Cohn-Maïki, si tu avais mis un Lucas Perry, un Chevalier à Monaco, est-ce que les 10 points, ils seraient pas là, par exemple? Et s'il y a eu Biarrette d'entrée? Mais après, c'est avec Lessie, vous savez, on refait le monde. Mais c'est vrai que Monaco, par rapport à ses standards, je pense que c'est une équipe qui peut se rapprocher nettement. On le sent, à voir ce qu'ils vont faire cet été au niveau du mercato, parce que tu as Akiyush qui va sans doute partir. Ouais, ça va être intriguant de voir ce qu'ils vont faire, quoi. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de ressources, qui a aussi un centre de formation intéressant. On sait qu'il y a toujours l'incertitude des droits télé, comment tu vas pouvoir investir et tout sur le mercato. Mais eux, Monaco, moi perso, je serais pas trop inquiet. Je vous l'ai dit, on a encore quelques petits matchs à voir, et notamment ce choc du haut de tableau, un autre qui compte évidemment pour l'Europe, avec ce Strasbourg-Nice. Nice qui avait bien démarré avec notamment le but piston droit, très belle passe de Klose pour Melvin Bard, piston gauche, la finition de Melvin Bard, le contrôle qui était vraiment très très propre, respect à lui parce que sincèrement c'est une action de grande classe. Strasbourg qui était un peu dangereux, mais qui n'avait pas eu non plus une domination conséquente sur la première période. Il y avait eu des actions de Bakwa, il y avait eu la tête de Le Maréchal, mais ça n'avait pas été assez tranchant. Et puis, deuxième période, un petit peu comme le match de l'OL, Strasbourg, quand ça prend feu, c'est l'une des équipes les plus redoutables du championnat. Hein. Eux, quand ils sont lancés, c'est waouh, ça peut aller très très vite. Alors, évidemment, je pense que ils ont pu bénéficier de notre ami Moïse Bombito qui a passé une soirée totalement galère face au samedi soir face aux Strasbourgeois avec le duel perdu sur Emega et voilà, il se prend un peu les pieds dans le tapis, il glisse presque et Emega derrière la finition nickel. Le deuxième but, voilà, il perd le ballon dans les pieds d'André Santos qui va servir à Moemeyo et derrière ça fait la différence. C'est vrai, tu le dis, Bensky, c'est une équipe qui a joué que 25 minutes Strasbourg, mais sur 25 minutes, t'arrives tellement à avoir un niveau top que c'est assez
c'est assez dingue, hein. Ça laisse aussi quelques regrets sur, encore une fois, la marge de progression de cette équipe et son savoir-faire. Mais c'est vrai que Strasbourg, c'est assez impressionnant quand ils y arrivent à enclencher leurs actions. Emega, j'adore. Emega, j'adore. La progression de ce joueur, la résistance au duel, quelqu'un l'a dit, il réussit à rentrer dans la tête de ses adversaires. C'est vrai que c'est un atout assez majeur pour lui. On le voit très très bon dans ce registre-là, à être capable vraiment de chercher son vis-à-vis. On l'avait vu avec Balerdi, hein, quand il avait dit Balerdi c'est mon petit. Voilà, je pense qu'il aime bien envoyer des petits messages. Je pense que Emega sur le terrain, c'est un peu comme Jamie Vardy avec Leicester. C'est le gars qui va parler très souvent à son adversaire et va lui dire des trucs. Alors bon, je pense pas qu'il va faire comme Vardy, à savoir apprendre des insultes dans la langue natale de son défenseur pour le faire péter un câble. Je pense pas que ce sera le cas. Mais par contre, ouais, comme je l'ai dit, il a tout d'un prototype d'attaquant du futur très très bon, quoi. Il y a une comparaison avec comment ça s'appelle, Isaac. C'est vrai que ça peut être le cas. Est-ce qu'il va pouvoir atteindre le niveau d'Isaac? Franchement, je lui souhaite que ça. Mais je sens encore cette petite marge de progression. Et si Strasbourg est européen la saison prochaine, alors à voir où, conférence, Europa, LDC. Mais j'espère perso que Emega restera parce que première année, découverte, beaucoup d'occasions manquées. Mais voilà, on sentait le profil intéressant. Deuxième saison, il va beaucoup plus loin. Il marque plus, il est plus décisif. Mais je vous rappelle qu'Emega reste le joueur qui a le plus grand nombre d'occasions loupées en Ligue 1. Donc, je crois qu'il en a une vingtaine. Donc c'est aussi pour vous dire qu'Emega, s'il réussit à régler ça, c'est très clairement un attaquant qui peut faire des saisons à 25-30 buts. Et c'est ce qu'il doit atteindre. Il en a le potentiel. Et pour ça, je vous parle de cette troisième saison à Strasbourg. C'est la saison où justement il doit totalement décoller. Mais sinon, ouais, le profil est très séduisant. Mon flex, j'ai entraîné Dylan Bakwan à U10. Bah écoute, merci à toi d'avoir lancé peut-être la carrière de ce joueur frisson comme on aime. André Santos, encore une fois, très très bon cette saison, qui a été peut-être un peu timide en première période, mais sinon c'est un joueur qui a été capable d'avoir 2 passes D, qui est toujours très très propre dans ses interventions, dans son activité. Vraiment un joueur séduisant. C'est pas Lacazette le plus grand nombre d'occasions ratées. Alors, ça dépend des sites de stats. Les sites de stats, si tu vas sur Opta, si tu vas sur SofaScore, si tu vas sur FBref, tous vont pas avoir la même lecture des grosses occasions manquées. Donc c'est pour ça que tu peux avoir des variations. C'est pareil sur le nombre de penalties, de passes décisives. Des fois, tu as des passes décisives qui sont comptées sur Transfermarkt parce que c'est un joueur qui a obtenu un penalty. Donc, tu vois, c'est différentes grilles de lecture. Donc, mais moi, ce que j'avais vu, c'était Emega. Oui, la déclaration de Bakwa, voilà, bon, c'est le petit péché de jeunesse, hein, Bakwa, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, qui à la 92e dit, à la journaliste bord terrain de DAZN, allez, venez avec les caméras dans le vestiaire, ça va être la fête encore une fois. Et là, paf, corner de Klose, encore une fois très très bien tiré, la tête d'Enda Echimier pour l'égalisation, et petit coup de clim. Et voilà, c'est ça aussi. En vrai, il était un peu dans l'euphorie. C'était quand même un beau succès qui se dessinait parce que t'avais pas été impérial, mais c'est tellement important pour l'Europe. Et voilà, ça va peut-être les faire redescendre sur terre. Et encore une fois, on rappelle ce Monaco-Strasbourg la semaine prochaine qui va être très intéressant parce que il y a des atouts des deux côtés. Ça va être incroyable, hein, le duel match dans le match. André Santos, Zakaria au milieu de terrain, Emega face à Singo, Bakwa pour provoquer Caio Henrique. Ouais, ça va être vraiment dingue. Petrovic face à Biret, tout ça. Non, franchement, ça va être fort, quoi. Retour de Diego Moreira qui peut faire du bien. Non, c'est vrai que ce match-là, finalement, je sais pas à quel point ça peut handicaper Strasbourg dans son sprint final, parce que Strasbourg, il y a du Monaco, il y a du Saint-Étienne, il y a du PSG, il y a du Angers. En fait, là, tu vas avoir 3 équipes qui jouent le maintien, avec 2 réceptions, donc c'est quand même un avantage. Tu as ce fameux match du PSG, on s'est tous dit que tiens, si le PSG devait tomber, c'est peut-être là que ça peut se jouer pour l'invincibilité, mais ça peut être aussi 0 point et une mauvaise opération au niveau du classement. Et tu as ce match à Monaco où tu joues un concurrent direct. C'est vrai que le calendrier de Strasbourg est très intéressant parce que tu n'as que des matchs
de leur côté en jeu, mais aussi pour l'adversaire. Donc c'est là que ça peut être un tournant. Après, nous, on s'est tous dit que si Strasbourg allait en Ligue des Champions, évidemment, c'était incroyable à voir les mouvements. Par contre, peut-être pour la construction de cette équipe, y aller pas à pas. L'Europa League et la conférence, c'est bien aussi. Mais après, tu te prends au jeu, évidemment. Tu as un groupe de jeunes joueurs, tu as la possibilité de jouer de la Ligue des Champions. Alors qu'on se disait peut-être aller une 10e, 9e place cette année. Ouais, évidemment, tu prends, quoi. Mais à voir ce que ça donne. En tout cas, ça peut être bien. Et côté Nice, je trouve que le match était quand même pas si mal compte tenu de la série un peu cata qu'ils ont en ce moment. Mais c'est un moindre mal ce point. Ce point ramené, j'avoue que j'ai beaucoup aimé les deux passes de Klose sur le corner et l'ouverture pour Melvin Bard. Guessant qui marque le coup, c'est quand même à noter. Ndaye Chimi qui a été très très bon derrière, au-delà de son but. Vraiment propre. Et ouais, c'est un peu plus compliqué en ce moment. C'est dommage parce que l'équipe qu'on avait vue en février, début mars, a été séduisante, a été efficace. Et là, c'est tout l'inverse. J'ai pas envie de dire que c'est le Nice d'Europa League, parce que le Nice d'Europa League, il montrait vraiment même pas ça, ce qu'on a pu voir sur les actions là. Mais attention évidemment à ne pas totalement décrocher, parce que derrière, il y a peut-être Brest qui a 4 points. T'as encore un match au Parc. Sinon, t'as la réception d'Angers, réception de Reims, de Brest. Tu vas à Rennes. Combien de points tu peux prendre là-dessus? Où est-ce que tu termineras? Pour moi, ça sent plus l'Europa et la conférence que la Ligue des Champions. Donc, à voir. Francaise, après, c'est bien parce que Francaise, il a dit en conférence de presse, moi je reste. Et ça, le message envoyé, il est bon. Tu vois, au moins, tu assures l'avenir. Tu dis, moi les gars, vous pouvez compter sur moi pour le futur. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, pour revenir sur vos questions, est-ce que Strasbourg-Chelsea, ils pourront aller en LDC en Coupe d'Europe l'an prochain? Oui, on avait déjà vu des arrangements entre Red Bull, Leipzig et Salzbourg. On a déjà vu des arrangements Gérone et Manchester City, Toulouse et AC Milan. Donc moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on aura évidemment un petit tour de passe-passe comme on aime dans les bureaux de l'UEFA. Et est-ce que la méno entre dans les normes avec les travaux du stade à voir travaux doit prendre fin à l'été 2026. Alors après, on a déjà vu des matchs de Coupe d'Europe dans des stades en travaux. À voir ce que ça donne. Mais je pense que oui. Moi, je me dis que normalement, ça devrait faire l'affaire pour ça, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà intéressé à cette question? Ah, bah voilà. Dès le coup de sifflet final de la 34e journée, le 18 mai contre le Havre, les ouvriers travailleront 24 heures sur 24 pour terminer la tribune latérale principale dont la livraison est prévue le 15 août pour la reprise de la Ligue 1. Le stade sera dans une configuration à 25 000 places dans un premier temps, puis une autre tribune pour accueillir 30 000 supporters d'ici un an, capacité totale. Sauf qu'un match de aller de tour préliminaire, trop juste pour Racing. Lille avait par exemple dû aller c'est vrai, à Valenciennes pour faire un match avec ça. Et là, ça parle peut-être de Fribourg. Hop. Alors, on connaissait déjà l'histoire, vous savez, des clubs ukrainiens qui jouent en Allemagne et en Pologne. Par contre, un club français qui joue un match à domicile en Allemagne, ça, c'est quand même une nouveauté. Donc au moins, en vrai, c'était une bonne question, parce que c'est le genre d'informations qu'on n'a pas forcément. Et là, on a un premier indice. Donc voilà, Fribourg à 86 km pour accueillir cet éventuel match de Ligue des Champions. Les Strasbourgeois n'y sont pas encore, quoi. Pourquoi pas avoir 5 clubs français en C1 si Lyon gagne l'Europa? C'est vrai que ce serait possible. C'est vrai que on peut pas évacuer cette possibilité-là. Ce serait assez dingue. Ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Et on peut même aller jusqu'à 8 clubs français en Coupe d'Europe, parce que si l'OL gagne l'Europa et que Reims gagne la Coupe de France, alors là par contre on serait vraiment sur un scénario, je crois qu'il y a 0,02% de possibilité, mais ce serait assez fou, quoi. Donc à voir si on aura évidemment cette possibilité pour notre belle Ligue des Talents. Il nous reste pas mal de petits matchs à voir, notamment pour le maintien. D'abord, peut-être terminer sur le LOSC, avec évidemment ce match à Toulouse. C'est le LOSC du moment. C'est un LOSC qui tire la langue, c'est un LOSC qui n'a plus trop de bonnes idées dans le jeu, c'est un LOSC qui vraiment va à l'essentiel,
Inquiétant, c'est à la fois inquiétant par rapport au contenu, mais au moins tu te dis qu'ils lâchent pas l'affaire et qu'ils sont dans la course pour la Ligue des Champions. C'est là où ça compte. Après, c'est un gros bol, enfin beaucoup de réussite dans ce match-là. Tu vois les poteaux touchés par Toulouse, notamment sur le coup franc de Sierro, juste après l'ouverture de Fernandez Pardo. Très très beau but de Fernandez Pardo. Sincèrement, c'est un geste qui est quand même vraiment hyper, hyper abouti. Et dans ce sprint final, Lille peut compter sur un excellent gardien. Chevalier, encore une fois, Chevalier qui va te sortir les 2-3 arrêts qu'il faut. Vraiment, c'est là où on peut voir que Lille a un atout en or, ce que n'a pas peut-être un Monaco par exemple, avec ses incertitudes au niveau du gardien. Tu sais qu'avec Chevalier, tu vas toujours bien voyager, tu vas avoir au moins cette garantie-là. Lille a souffert, Lille a concédé beaucoup d'occasions, Lille a été même moche, on peut le dire dans le jeu, mais Lille finit par l'emporter, à avoir cette chance qui tourne en sa faveur. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir pour cette équipe qui a du mal, hein, je suis d'accord avec vous, à proposer beaucoup de choses au niveau de la continuité. Mais c'est ce qu'il faut dans ces matchs-là. On peut voir que Lille, il y a beaucoup d'arguments qui reviennent. Le fait que ils ont joué 45 matchs, que leur saison a commencé fin juillet, qu'il y a des absents. Et on a peut-être des fois tendance à l'oublier, mais quand tu n'as pas Zegrova, Thiago Santos, Zegrova c'est dur, hein. Zegrova c'est très très dur, hein. Tu as encore cette idée de mettre Bakker un peu plus haut. David c'est dur, David c'est très très dur en ce moment. Je serais pas étonné si lors du prochain match on a peut-être un Choupa Akpom qui démarre titulaire. David, pareil, c'est ça. Autant des fois il pouvait ne pas marquer mais au moins peser sur jeu. Là il marque pas, en plus il est assez transparent. Non, vraiment un match oubliable, comme on dit, mais vraiment une perf qui va compter parce que c'est 3 points de plus et que Lille est toujours dans cette course à la LDC, quoi. Tu vois, 50, c'est vrai que c'est très très serré, hein. 50 Strasbourg, même 48 Nice. 50 litres, comme je vous le dis, hein, je pense que jusqu'à la 34e journée, ça va bouger. Il doit pas manquer d'offres. Non, mais David, de toute façon, je pense qu'il y a déjà des offres de contrat qui sont sur la table et qu'il attend plus que la fin de saison pour l'annoncer. Je pense qu'il va partir et qu'il faut se faire à cette idée-là. Après, voilà, j'ai quand même bien aimé le match de Benjamin André qui a fait beaucoup d'efforts. En vrai, c'est là où tu dis que ce LOSC-là, il y a toujours une sorte de colonne vertébrale, Chevalier, Diakité, André, un des offensifs. Et tu peux toujours avoir ces 3-4 joueurs qui peuvent être impactants pour t'apporter quelque chose. Ouais, David, c'est vrai que je pense que en 2025, le nombre de buts, ça doit être pas forcément glorieux, quoi. Ouais, tu vois, c'est 3 buts depuis 4 ans. Ouais, c'est chaud là. Il a pas marqué sur les 4 derniers matchs. Ah, ça, tu te rends compte que c'est compliqué pour lui de faire des différences, quoi. Après, voilà, ça reste le 3e meilleur buteur de l'histoire du LOSC. Faut pas être tombé dans la culture d'instant, faut pas enlever tout ce qu'il a fait. Mais oui, t'as raison, hein. Je pense que l'élimination Ligue des Champions a eu un impact sur le moral, parce qu'on a vu que Dortmund était prenable, et encore plus par rapport à la perf contre le Barça et leur perf en Bundesliga. C'est vraiment dur de sortir comme ça, alors que tu avais l'occasion d'aller pour la première fois en quart de LDC. T'as beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, fin d'aventure. Par exemple, c'est vrai qu'un Angel Gomez a totalement disparu de la circulation fin de contrat. Lui, à partir d'ailleurs, en parlant d'opportunité fin de contrat, Angel Gomez qui retrouve Fonseca à l'OL, en termes de transfert presque évident, Angel Gomez qui file à Lyon, je mets une petite pièce là-dessus. Les amis. Zegrova, c'est dur parce que Zegrova, il risque de partir alors que il a été très très bon, c'est un joueur frisson, mais là je sais pas si on le reverra d'ici la fin de saison. C'est vrai qu'Angel Gomez, en tant que joueur anglais, international anglais, il va peut-être vouloir aller en PL, c'est vrai. Mais moi je pense qu'il peut encore faire 1-2 années à Lyon en Ligue 1. Ah oui, c'est vrai que les Lillois à Lyon, c'est vrai que l'histoire nous donne pas forcément raison, hein. Les Youssouf Koné, Thiago Mendes, Kader Keita pour les plus anciens, Jean de Macoun, allez, à la limite, pourquoi pas. Bonne mère, très bon. Bonne mère, c'était ça. Mais oui, je pense que dans ce LOSC-là, t'as beaucoup d'états de forme disparates. T'as les joueurs qui sont bons,
Il y a des joueurs qui sont très très bons, Chevalier, Diakité, André. Tu as des joueurs qui sont bons, qui ont leur rapport offensif, Haraldson, Fernandez Pardo, et tu as d'autres qui sont un petit peu dans le dur, quoi. Bastos. Alors, Bastos c'était fort, mais le Bastos version LOSC était encore plus fort que le Bastos version OL. Abidal, ouais. Et Abidal, évidemment, ça c'est grosse, grosse réussite dans ce sens. Je suis pas inquiet pour la fin de saison. La saison prochaine, dans le vert, on a des jeunes avec un bon potentiel. Non, si on se projette sur l'avenir du LOSC, vous savez, avec Hors-jeu, j'ai fait une interview avec Olivier Létang et on l'a redit, hein, le LOSC est le meilleur élève au niveau de la gestion des comptes. Ils sont l'équipe qui a le meilleur résultat net. Ce sera encore le cas normalement l'an prochain. C'est une équipe qui a un financement sain, qui sait toujours bien vendre. Enfin, quand tu vois que Lenny Euro, 1 an de contrat, il est parti pour 60 millions d'euros à Manchester. Chapeau, honnêtement, c'est très très bien vendu. Est-ce que Zegrova, ils vont pas réussir à faire une très très belle bascule également? Et oui, tu vois aussi des joueurs comme Alexandro, Diakité, Chevalier, Haraldson, Fernandez Pardo. Tu as beaucoup de valeurs marchandes très très fortes. Sincèrement, c'est là où Lille, je suis vraiment pas inquiet. Le seul truc, c'est que c'est plus la tendance de Genesio à vraiment pas avoir, tu sais, des saisons. En fait, tu as vraiment une espèce de montagne russe où tu vas avoir du contenu très très bon, du bon jeu, des résultats forts, et puis petit à petit tu vas avoir une équipe qui régresse, qui propose moins de choses, qui se repose sur des individualités, qui a du mal à faire le jeu. Par exemple, je pense au Lille-Lens, les 20-25 premières minutes étaient très bonnes, beaucoup de contenu, et après tu as laissé le ballon à Lens et tu fais une seconde période qui est, ouais, c'est Genesio qui fait du Genesio, quoi. C'est dur. Après, c'est une saison particulière pour le LOSC, à voir l'an prochain s'ils vont apprendre de ça et mieux gérer ces temps forts, temps faibles. Et pourtant, là, je trouve, tu vois, qu'ils ont du banc. Alors après, ils ont du banc, peut-être pas tous les joueurs au même niveau. Par exemple, Thomas Meunier, moi, je suis pas convaincu. Par contre, Sahraoui qui est un peu plus dans le dur lui aussi, mais Akpom, Mbappé, Boadi, t'as encore du Gudmundsson, du Menteb, du Muko. Par contre, je trouve que le banc du LOSC, ça va. Après, il faut encore que tes remplaçants puissent être performants. Et ça, c'est le petit manque. C'est le petit manque. Côté Toulouse, bah évidemment, c'était le genre de match, tu disais, bon, c'est un peu comme Auxerre, quoi. T'es tranquille par rapport au maintien, faut essayer de faire des gros résultats. Et là, t'as manqué un petit peu de réussite. Et c'est compliqué de faire mieux, j'ai l'impression, sans Aboukhal, qui est toujours absent. Cresswell qui marque son petit but. Magri, Igbo, Donou, Monta et Babika qui était resté sur le banc après son match de Zigoto au Vélodrome. Mais ouais, c'est le genre de match où Toulouse doit apprendre parce que normalement, s'ils veulent être une équipe un peu plus dominante du championnat de France, c'est là où ils doivent aller chercher un résultat parce que Lille était quand même prenable, je pense, au moins pour un match nul. Après, ouais, tu as ce facteur chance ou malchance, selon comment tu le prends avec les deux. Les deux poteaux et Lille qui sur 3 tirs cadrés marque 2 buts et a été efficace dans cette lutte pour l'Europe. Allez, on va aller sur les matchs suivants. Je crois qu'on a encore quelques rencontres sympathiques à voir. Le Lens-Reims avec évidemment, je suis obligé de vous le montrer, les stats assez hallucinantes. 37 tirs, 14 cadrés, 71% de possession. Reims 2 tirs cadrés, 2 buts. Ah oui, c'est vrai que Toulouse, il y a la rumeur du rachat par un fonds des Émirats. J'ai lu l'article dans l'équipe, à voir ce qu'ils veulent faire. C'est toujours la même question parce qu'il y a un intérêt. Est-ce que c'est pour du business? Est-ce que c'est pour du projet sportif? Enfin, comment ils vont mélanger les deux? Pour l'instant, on a l'impression que c'est plus un truc orienté investissement que vraiment terrain et tout. À voir un petit peu après Comoli, depuis qu'il est impliqué et tout. J'ai l'impression que c'est plutôt bien géré. Que voilà, Toulouse a eu une victoire en Coupe de France, s'est installé en Ligue 1, donc on peut lui faire confiance pour changer de propriétaire dans ce sens. Du coup, Lens-Reims, comme je vous le disais, des stats un peu hallucinantes et 14 tirs cadrés, 14 arrêts pour Yehvan Diouf. Yehvan Diouf, est-ce qu'on n'aurait pas... Parce que évidemment, Roulier a été très fort en première partie de saison, peut-être un peu moins en vue sur la deuxième. Tu as des gardiens qui ont été bons, comme Chevalier, comme Perry, comme Fofana, comme Petrovic. Petrovic qui a eu une très bonne deuxième partie de saison. Mais est-ce que Diouf, ce serait pas le gardien de la saison? Parce que sincèrement, lui, j'ai l'impression que c'est une régularité qui est au top. Et même quand Reims a été dans le dur, c'est le seul qui surnageait. Alors, c'est vrai que je l'ai dit, il y a 14 arrêts.
14 arrêts, il faut toujours décortiquer la stat. T'as des arrêts qui sont simples, t'as des frappes pas dangereuses, t'as aussi des gros loupés, Koyalipou, Thomasson, Saïd, t'as des actions où c'était assez évident, on va dire, de sortir. Culture d'instant, je sais pas. Moi, je trouve que Yehvan Diouf, en vrai... Ah non, moi je te le dis, pour avoir regardé tous les matchs depuis un moment de Ligue 1 et tout, si je dois faire vraiment d'impression générale, et je parle pas que de cette stat-là, moi, Yehvan Diouf, je trouve que sur la saison, c'est très très haut, sincèrement. Et là, pour le coup, oui, évidemment, sur les 14 arrêts, il y a des arrêts qui sont à sa portée, etc. Mais c'est quand même une stat assez folle. Oui, il a même voulu en découdre avec ses défenseurs. Non, il y avait une prise de bec avec Atangana à un moment donné, parce que, évidemment, ça n'allait pas... ça n'allait pas sincèrement. Ça n'allait pas sincèrement. Et c'est un peu le symbole de ce Stade de Reims qui, voilà, défensivement, on sait que c'est une équipe qui a toujours été solide, costaud, et qui a, voilà, un bon gardien, un bon attaquant. Nakamura, qui en est quand même à 11 buts cette saison. Lui qui a fait une belle... Ouais, c'est une saison intéressante, hein, de son point de vue-là. Une deuxième saison après l'adaptation l'an dernier, qui a pris de son ampleur. Franchement... il est très très fort. Alors c'est vrai que Yehvan Diouf, il y a un cas intéressant, c'est que beaucoup de gens disent, du coup c'est le gardien idéal pour Monaco, le gardien idéal pour Lille. Il y a une vraie différence entre être un gardien d'un club comme Reims qui va beaucoup subir et beaucoup d'interventions à faire, et le gardien de l'AS Monaco où tu as 3-4 interventions à faire et être décisif. C'est-à-dire que Diouf à Monaco, il aura peut-être beaucoup moins de boulot. Par contre, c'est là où il faudra être déterminant. Est-ce qu'il est prêt dans ce sens à être le gardien ou qui est pas tout le temps sollicité, mais à être concentré pour faire ses arrêts, aller à la 53e puis à la 90e, parce que ça peut être ça, hein, son vécu. C'est là où ça peut être un peu intéressant d'être dans la tête des recruteurs, des mecs qui s'occupent des data, tout ça, pour voir comment est-ce qu'ils se préoccupent dans ce sens. Mais c'est vrai qu'Yehvan Diouf, on l'a vu émerger sous Will Steele, on l'a vu être un bon gardien, mais là, cette saison, c'est vraiment fort. C'est vraiment très, très fort. On a assisté à l'émergence, et c'est ce que je vous disais, on a la chance en Ligue 1 d'avoir toujours de très bons gardiens, que ce soit dans les équipes du haut du classement, mais aussi du bas, et c'est le cas avec Yehvan Diouf, qui nous offre vraiment une saison très complète. Parce que finalement, Yehvan Diouf, si on regarde en détail, alors c'est vrai que c'est 42 buts encaissés, c'est 5 clean sheets, c'est vrai que ça va pas parler, mais comme je vous le dis, même en Coupe de France, il fait un très bon parcours. Et alors attends, est-ce qu'il a joué la Coupe de France? Parce que ça se trouve, je dis une énorme bêtise, et moi, vous savez, ici, on a envoyé 4 matchs, 4 buts encaissés, donc voilà. Quand tu penses que Tenas est 3e gardien, c'est vrai que Tenas, lui, il méritait vraiment mieux, hein, parce que ses apparitions l'an dernier, il nous avait montré Patrick Pence, putain, ça c'est un nom lointain. Donc Lens a manqué cruellement de finition, a été vraiment on va dire barbouillé dans cette zone de vérité, et c'est là où tu dis qu'un Openda, enfin, t'as eu beaucoup d'attaquants depuis Openda, t'as eu Wai, t'as eu Saïd, t'as eu Koyalipou, t'as eu Enzola, t'as toujours Sotoka. Finalement, t'en as aucun qui a vraiment fait trop la différence. Et là, pour le coup, c'est difficile. Hein. C'est difficile pour le Racing de trouver la faille contre une équipe qui est très très bien organisée. Après, c'est vrai que c'est un pas à l'extrême. Le niveau du bus et le niveau des arrêts de Diouf. Mais ça suffit à faire leur bonheur, hein, cette petite victoire pour le maintien. Parce que là, du coup, Reims t'enchaînes la victoire. Bon, t'as eu la défaite contre Strasbourg. Là, t'es toujours 15e. Mais c'est vrai que là, tu prends peut-être un petit matelas, quoi. T'as 5 points d'avance sur Saint-Étienne, 2 sur Le Havre. Donc, t'es toujours un peu dans cette zone quand même tendue. C'est vrai qu'il fallait pas perdre d'allant. Et du coup, qu'est-ce qui te reste? Alors, t'as encore Toulouse. Tu vas à Montpellier, donc normalement, c'est 3 points pris. Oui, et la défaite contre Strasbourg, on n'oublie pas qu'évidemment, il y avait des conditions un petit peu surréalistes. T'as Nice, t'as Saint-Étienne, t'as Lille. Bon, t'as 2 déplacements qui vont être compliqués contre des adversaires qui jouent en Europe, mais vu qu'ils vont subir et qu'ils vont piquer en contre avec Nakamura, ça peut leur convenir. Et après, t'as Toulouse qui a plus grand chose à jouer, mais qui va être encore relou à manœuvrer. Montpellier, normalement, c'est 3 points. Et Saint-Étienne, voilà. Après, Saint-Étienne, à l'aller, ils avaient battu. À voir ce que ça peut un petit peu donner. Est-ce que Reims est sauvé? Non.
Par contre, il faudra faire encore les efforts jusqu'au bout pour aller chercher ces points, ces petits points supplémentaires dans la course pour le maintien. Bon, il faut qu'on évoque quand même ce match, ce Saint-Étienne-Brest. Très rigolo, très très rigolo à voir. Parce que deux défenses, bon évidemment Saint-Étienne on le savait, par contre Brest c'est plus inhabituel. Deux défenses qui font à peu près n'importe quoi, bah, ça nous donne un classique du dimanche 15h. C'est pas la première fois qu'on a de très bons matchs dans ce créneau-là. Il y a eu le Toulouse-Brest aussi il y a 2 semaines qui avait été très très bon. Et merci à Brest du coup de participer à la fête parce que voilà, le Stade brestois qui a quand même la possibilité peut-être d'aller. C'est dommage parce que là, s'il a remporté, il était qu'à 2 points de Nice, donc potentiellement que 2 points de la Conference League. Donc vraiment, c'était pas loin du tout. Et que retenir de ce match, c'est comme d'hab, en fait, côté Saint-Étienne. Comme d'hab, à savoir que tu as de vrais bons attaquants. Stassin, on a parlé de Jonathan David. Si David part et que Saint-Étienne, malheureusement, est relégué en Ligue 2, Stassin, tous les jours, je suis Olivier Létang, je vais à l'Etra avec mon petit chèque de 15 millions d'euros et je file sur ce joueur. Après, ce que j'ai dit sur abuse pas, non, Stassin, gros talent Stassin, vraiment, je suis convaincu par lui. Là vraiment, je vous mets ma main coupée qu'il y a du très très bon chez lui. C'est bien, j'aime bien quand le chat me rend un peu dedans, ça me dit culture de l'instant, abuse pas, ça veut dire qu'on a des petites opinions qui voilà, peuvent cristalliser, mais Stassin, vraiment ce qu'il nous offre, c'est super propre. Ouais, Stassin à la place de Kalimundo, tout ça, pourquoi pas, mais Stassin, ça doit rester en Ligue 1. Je ne veux pas que le 1er juillet, j'ai une nouvelle Stassin rejoint Southampton en Championship. Non, ça reste dans la Ligue des Talents. Vraiment, j'ai pas envie de le voir partir ailleurs. Du coup, ouais, lui qui a une très très belle série en 2025. Cardona qui a peut-être pas eu le plus gros impact dans le jeu, mais qui marque encore un petit doublé, et ça prouve que son retour c'était une bonne chose du côté de dirigeant stéphanois. Et quoi, Bouchoirie, en fait c'est ça la limite, c'est que après derrière tu vas avoir des limites défensives. Ça va être dur. Après Stassin à Rennes, Toulouse, ok, mais Lille un peu trop à mon avis. En vrai, si tu pars dans l'idée que Akpom est titulaire et que Stassin peut faire la rotation avec la Coupe d'Europe, je sais pas. Je me dis que ce genre de joueur, allez, j'ai envie de mettre une pièce là-dessus. Et ouais, Rennes-Toulouse, mais tu vois, c'est après, Saint-Étienne va demander un prix. Et Toulouse pourra pas mettre 15 millions. Je sais pas si Rennes, après leur gros mercato, ils pourront remettre 15 millions sur un tel profil. À voir ce que ça peut donner. Par contre, un Stassin aussi à Nice, si Guessant part pour une belle somme, ça peut être pas mal hein, également. Ou alors Strasbourg, si Strasbourg perd Emega. C'est là où ça peut compter, je pense. Oui, après, l'Arseneur, je l'ai dit, saison galère, même si j'ai pas envie non plus de lui jeter, la pierre. Apia, Petrov, c'est tellement compliqué. Et ça qui est dingue, c'est que tu vois en plus le scénario. Alors après, 15 c'est au moins 20, t'as vu la saison qui sort même 25. Le truc, c'est que comme c'est un joueur qui va peut-être aller en Ligue 2, tu vas peut-être avoir. Moi, je pense que si Saint-Étienne restait en Ligue 1, peut-être que ce sera un attaquant qui vaudrait 20 millions. Mais avec la Ligue 2, je sais pas si tu pourras demander autant. Après, peut-être que ça peut se négocier au milieu, hein, mais j'ai du mal à y croire. En tout cas, je pense que ce sera aux alentours de 15 millions s'il va en Ligue 2 BKT. Ce qui est dingue, c'est que Brest marque, Saint-Étienne égalise, Saint-Étienne reprend un but, régalise, encore un but d'Ajorc. Ajorc, pareil, un super profil de pivot. Vraiment, lui, l'an prochain, on sait qu'il a son option d'achat a été levée, qu'il va rester, mais construire autour de lui, ça peut être une très très bonne nouvelle. Après, voilà, c'est toujours la même chose, quoi. Saint-Étienne, c'est pas possible d'avoir autant de lacunes défensives, et c'est dommage parce que encore, il t'a vraiment ce gap entre l'attaque qui est vraiment bonne. Fais voir. Je sais même pas. Saint-Étienne, c'est niveau but inscrit. Hop, but marqué. C'est pas pourquoi j'ai l'impression qu'il marquait beaucoup plus. Bon, c'est que 29 buts. Hein. Désolé de m'être enflammé. Après, ah non, ils ont peut-être oublié les 2 buts contre Montpellier, non? Parce qu'ils sont pas là. Mais ça fait, ouais. Et quoi qu'il arrive, ils ont tellement de mal à marquer des buts que ça leur coûte, quoi. Au niveau des XG, ouais, ils sont à 31. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, Saint-Étienne. Hein. Tu vois, je pensais qu'ils avaient beaucoup plus
d'opportunités offensives. Mais ouais, je reste sur cette idée-là que pour le maintien, ça va être toujours compliqué de rester en ayant une telle défense qui n'a pas su tout au long de la saison avec le changement de coach. Alors, il y avait un papier dans l'équipe qui demandait est-ce que Horneland a pas été trop ambitieux. En fait, je sais pas si c'est une question d'ambition parce que même en jouant la carte de la prudence, je pense que Saint-Étienne prendrait autant de buts. Et là, je trouve qu'Horneland a raison de capitaliser sur cette attaque en se disant c'est mon atout majeur et d'essayer d'aller chercher le plus de buts possible. Tant pis si on en prend, mais voilà, marquer un but de plus que l'adversaire. Par contre, quelqu'un l'a dit, Saint-Étienne, Geoffroy Guichard, ça reste un temple du football. Il y avait une action, une séquence en deuxième période où tu avais les deux copes qui se répondaient, où ça va à coup de po. Ça, c'est Saint-Étienne, allez, Saint-Étienne. Ça, franchement, ils ont laissé un silence à la télé pendant 2-3 minutes. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un kiff monumental. Et c'est ce que j'avais dit dans un tweet. Je sais pas ce qui s'est passé pour que Saint-Étienne ait autant de... Après, on sait qu'il y a des fumigènes, il y a des trucs et tout, des tensions, etc. Pour qu'il y ait autant d'interdictions de COP, de virages suspendus. Mais vraiment, ça reste un stade unique. Et encore une fois, on le redit, pas de dissolution. La dissolution, c'est une erreur majeure. Il faut des sanctions individuelles, mais on ne punit pas tout un groupe d'ultras parce que ça enlève tout le charme à la fois de Geoffroy Guichard, mais aussi, je trouve, de l'ensemble de la Ligue 1, parce qu'on a, je pense, derrière l'Allemagne, les plus belles ambiances du top 5 européen. Il y a d'autres équipes, évidemment, d'autres clubs qui comptent, mais les histoires de dissolution, Bruno Retailleau, c'est la pire idée possible. On enlève ça et autant se mettre... Après, voilà, peut-être que, comme je l'ai dit, on aura aussi peut-être des dissolutions de groupes d'ultra d'e-sport. Ça pourrait être une nouveauté qu'on n'attendait pas. Mais si on parle de foot, non. On ne dissout pas les groupes. Continuons le dialogue, continuons à essayer de privilégier les sanctions individuelles. Parce que vraiment, là, on pourrait se tirer une balle dans le pied et ça enlèverait tout le charme de notre football français. Parce que c'est ça, le pire, c'est que dans plein de clips, on met en avant... cette ambiance et tout, on met des clips avec des fumigènes, mais à chaque fois on tape sur les ultras. Et non, il faut encore une fois réussir à trouver un chemin qui corresponde à tout le monde. Je pense que les groupes de supporters sont bien conscients qu'il y a des brebis galeuses et qu'il y a des mecs qui font n'importe quoi et que eux il faut les sanctionner, mais dissoudre tout un groupe, non, franchement, là serait catastrophique, quoi. Et oui, il y a cette confusion malheureuse entre ultra et hooligan. Et oui, on a encore du travail pédagogique à faire là-dessus. Mais j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas jusqu'à une dissolution, parce que là, vraiment, ce serait fondamentalement une erreur colossale. Et du coup, Brest, qui était pas loin de faire une belle opération pour l'Europe, ne prend qu'un point, quelques regrets, une défense qui, autant contre Monaco, je l'avais trouvé très très bonne, Ndia et Chardonnay, mais là qui a concédé beaucoup de situations. Et au final, ça fait peut-être, il y a encore 4 points, à voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que quand il y a le derby qui arrive, par contre, attention au derby, parce que là, ça peut être un vrai bazar. Aïe, aïe. Et la barre de Davidashvili, bien sûr, à la fin, ça aurait pu être un temps. T'imagines, l'ambiance, je pense, ça aurait été un truc mémorable. Le but de Davidashvili, ouais, là, on aurait eu un truc assez fantastique. La passe de Flo Tardieu sur le 3e but de Cardona, un bonbon. Ouais, c'est vrai que celui-ci, il a été plutôt bon, mais ouais, je vous disais, Stassin, juste revenir sur ce joueur. J'avoue, c'est un de mes chouchous. Peut-être que je suis pas objectif, mais au-delà, évidemment, tout ça. Mais franchement, 10 buts, 5 passes D pour un mec qui joue le maintien, je pense qu'on s'en rend pas compte. Hein. Dans une équipe comme Saint-Étienne, c'est fort. Et lui, pour le coup, ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buts. Il a mis beaucoup de temps parce qu'évidemment, ça n'a pas été évident pour lui. Mais là, une fois qu'il a trouvé, après c'est là que c'est dur pour Saint-Étienne, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as 6 victoires. C'est dur. Hein. C'est vraiment dur hein, dans ce sens. Là, c'est compliqué de pouvoir se maintenir. Ouais, la passe de Tardieu, c'est vrai qu'elle est très très belle. Davidashvili aussi pour Cardona. Non, franchement, match très agréable. Match, comme on le dit, hein, quand t'as deux défenses qui font n'importe quoi, ça te donne un bon petit cocktail. On y va pour les derniers matchs de la journée. Alors évidemment, Angers-Montpellier, il y avait un gros enjeu
pour Angers, parce qu'évidemment, tu avais une série qui était catastrophique, avec beaucoup d'effets de suite. Tu avais l'adversaire idéal pour t'en sortir. Et voilà, on a vu le premier but d'Esteban Le Paul dès la deuxième minute sur le corner bien tiré par Abdelli, je crois. Angers qui a fait le taf et qui s'en est bien sorti, avec un peu plus de prudence de la part du jeu et cette défense à 5. Mais voilà, on a senti que côté Montpellierin, c'était un petit peu comme on dit le chant du cygne, hein. On est sur la fin de l'aventure Ligue 1. J'ai bien aimé quand même Esteban Le Paul, qui lui aussi a eu un petit coup d'arrêt mais qui remarque un joueur intéressant. C'est vrai que finalement Angers, tu as eu quand même des joueurs qui ont fait leur saison avec Florent Hanin, Fofana, Abdelli. Je le dis encore une fois, cette idée de colonne vertébrale. Et à Angers, je trouve qu'avec Fofana, Hanin, Abdelli, Le Paul, ils ont su trouver des joueurs de cette qualité-là. Et même, tu vois, de temps en temps, des joueurs aguerris à la Ligue 1, comme Alevina, Ferrat aussi, qui avait eu son petit passage à Nîmes. Ça peut faire ça peut faire le boulot pour le maintien, mais je pense que ça va être très serré jusqu'au bout avec le Havre Saint-Étienne. Ça va pas être évident du tout. Côté Montpellierin, voilà, on est sur évidemment cette 10e défaite de suite, je ne sais combien de matchs sans marquer. Un changement notable, l'arrivée de Papus Camara. Moi, je vous l'ai dit, je trouve que c'est une bonne idée. Autant Montpellier a fait beaucoup de choses à l'envers ces derniers temps, a été sur une gestion un peu catastrophique, a pas bien optimisé son changement de dimension par rapport à une économie du football français incertaine, un manque d'investissement, Laurent Nicolin, l'aspect familial et tout. Et je pense que Montpellier a besoin de cet aspect, comme on dit, moderne, un peu plus transformé. Moi, je me dis que côté Montpellierin, aller chercher un coach comme Papus Camara, t'as quand même cette idée d'avoir quelqu'un qui a un gros vécu du monde professionnel, un coach qui a été dans le monde des jeunes, une première expérience en pro, là, à Montpellier. Et sincèrement, je me dis que j'aime bien le profil, j'aime bien la prise de risque et le fait de repartir avec lui. Là, déjà, le nommer comme ça contre une équipe comme Angers, enfin, le nommer dans cette fin de saison où tu sais que Montpellier va descendre quoi qu'il arrive, tu as quand même cette possibilité d'avoir le temps de jauger l'effectif, de voir un petit peu les différents profils et de savoir avec qui tu vas partir ou non à la guerre. Qui c'est qui est prêt mentalement pour redescendre en Ligue 2, qui c'est qui sert plus à rien. Quelques jeunes aussi à lancer comme Ndolo Abi qu'on a découvert hier titulaire. Franchement, je trouve que c'est bien. C'est bien comme idée de la part de Nicolin d'anticiper ça. Après, le profil de Papus Camara, on va voir ce que ça peut donner, parce que c'est quand même un coach qui a été longtemps avec les jeunes du PSG, qui a fait la Youth League. Est-ce qu'on aura des liens? Parce que c'est aussi une interrogation avec le PSG. Est-ce que Papus Camara va faire venir beaucoup de Titi parisiens? Est-ce qu'on aura du Ibrahim Mbaye, par exemple, qui va débarquer là comme ça à la paillade? Je ne suis pas sûr. Par contre, je trouve que anticiper comme ça l'avenir de Montpellier et donner les clés du camion à un coach qui va pouvoir vraiment faire le tri, parce qu'à Montpellier il faut faire le tri. Après, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs, ça va être fini. Andy Delors qui privilégie le paddle et les P25, évidemment ça c'est terminé. Wabi Kazri et son salaire démentiel, c'est terminé. Le compte Savanier, il faut voir, parce qu'on sait qu'il est très attaché à la ville de Montpellier, mais là en Ligue 2, est-ce qu'on repart avec lui? Les rares malheurs marchandes comme Omer Agic, Chotard, ça va partir. Ouais, je pense que là, sur le 11, on va peut-être avoir Nicolas Païs, on va peut-être avoir Khalid Fayad, on va peut-être avoir Ndolobi, peut-être Sagnan, peut-être Saint-Luc, et c'est tout. Et après, il faut voir avec le banc, avec Ndigula, Minkarelli. Il y a vraiment beaucoup de joueurs à faire partir. Et je pense que c'est bien pour Zoumana Camara d'avoir ce mois et demi pour tester, jauger son effectif et décider qui reste, qui part. Là, je pense que ça va être essentiel pour lui. Et ouais, je pense qu'à Montpellier, il y a un boulot qui est monstrueux, mais c'est le plus intéressant pour un coach comme ça, d'avoir cette première expérience-là, parce que Montpellier va redescendre en Ligue 2, avoir les moyens, avoir, comme je vous le dis, l'aspect financier, parce que c'est un club un peu malade, mais je pense qu'il y aura quand même de la ressource. Et il y a un centre de formation qui a fait sortir pas mal de joueurs. Je pense que Camara s'appuiera là-dessus, mais c'est toujours le fil conducteur. C'est sur quel cadre t'appuyer. Là, par contre, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que ça va pas être évident de dégager les leaders de demain côté Montpellierin. On a un dernier match à voir, les amis, avec la raclée du week-end. Hein. Ce match entre Le Havre et Rennes qui a tourné très très court. Hein.
3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Mwanga qui a entretenu l'espoir et puis après ça a été le festival avec évidemment je ne sais combien d'erreurs de Gorgelin impliquées sur le premier but de Matusiwa, aussi le but d'Altamari qui a marqué peut-être le but le plus facile de sa carrière. Alors Habib Beye tellement sous-coté. Je pense qu'il y a un double discours à avoir. Habib Beye contre des équipes à sa portée avec le Stade Rennais, c'est très très fort. D'ailleurs il y a une stat qui a été sortie par Clément Gavard je crois. Rennes en est à... Rennes a pris 35 points. Sur les 35 points, Rennes a pris 27 points contre Angers, Reims, Le Havre, Saint-Étienne-Montpellier. Je crois que c'était ça la stat de mémoire. La stat, elle est folle. 27 points pris contre ces équipes-là et contre le reste de la Ligue 1, c'est 8 points pris. Voilà, ça vous permet de mesurer l'écart qui reste. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Encore une fois, Habib Beye a récupéré Rennes, 16e de Ligue 1, équipe qui devait nettement changer, se reconstruire, être dans la possibilité de changer, de faire un gros mercato. Ça a été fait. Altamari, Seko Fofana, Brassier, Rouault, Samba. On a eu d'autres joueurs comme Kyogo Forachi qui sont arrivés. Il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que Rennes a été décevant dans certains gros rendez-vous? Oui, on avait vu notamment contre le LOSC la différence. Contre le PSG, c'était plutôt intéressant, mais on voyait encore l'écart de niveau. Je pense que là, Habib Beye est en train de poser les bases pour la saison prochaine. Et là, ce qu'il est en train de construire, ça va lui servir. Ce Rennes-là est capable, parce qu'il y a quand même un bel effectif pour battre des équipes bas ventre mou ou dernier de Ligue 1. Par contre, pour le haut du classement, c'est pas encore prêt. Par contre, l'an prochain, je pense que Rennes, c'est là où il va falloir mettre le coup d'accélérateur, se rapprocher de cette première partie de tableau. Est-ce qu'ils peuvent rejouer les troubles faits pour l'Europe? À voir. Mais Habib Beye, il est en train, parce que tu dis que finalement, Samba sera encore là la saison prochaine. Brassier, Rouault, Jacquet aussi, à voir les pistons. Normalement, Seko Fofana sera là, Joao Sissi sera là, Matusiwa sera là, Kalimundo à voir. Tu auras Kader Meïté, tu auras peut-être un peu de changement au niveau du banc, mais j'ai l'impression que la structure, elle est assez présente pour l'an prochain déjà, et ça c'est intéressant. Après oui, Habib Beye, fort contre les faibles, faible contre les forts, si vous voulez. En attendant, ces matchs-là, il les gagne, ses prédécesseurs ne les gagnaient pas. On a vu quand même que contre les gros de Ligue 1, il y a peut-être encore un petit peu du mal à le faire, mais là tu vas avoir quelques rendez-vous peut-être pour voir si c'est mieux, parce que Rennes va quand même terminer avec Marseille, avec Nice et Lyon. 3 équipes qui jouent la LDC, donc Rennes va être un arbitre. À voir, est-ce qu'ils font 0 sur 9, est-ce qu'ils vont embêter là? C'est vrai que s'ils font 0 sur 9, on dira bon, en vrai, il faut quand même voir encore l'an prochain pour signifier ces progrès-là, mais je pense que Rennes peut embêter ces équipes-là, quoi. Toulouse, ils peuvent le faire. Nantes, il faut se rattraper de la défaite un peu honteuse du derby à l'aller. Je suis pas fan du tout des pistons ni de l'attaque, mais j'aime beaucoup la défense. En vrai, Truffert, pour moi, je laisse partir Assignon. Ça reste un jeune joueur avec quand même des qualités. Et je trouve qu'Assignon, si on lui donne un peu plus de continuité, je pense qu'Assignon, tu peux t'appuyer là-dessus. C'est vrai que la base défensive, c'était la clé. Je trouve que Rennes l'a bien retrouvé. En vrai, ce milieu de terrain-là, Fofana, Diawy Cissé et Matusiwa, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être une des clés. On arrête les bêtises avec Seko Fofana, allié gauche. Là, c'est son rôle. Kalimundo, Altamari, où ça tourne beaucoup, c'est très actif. Ça peut être pas mal. Kalimundo qui est sur quand même lui aussi, c'est une belle petite saison parce qu'il en est à quoi, 13, 14 buts, 4 passes D, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est quand même pas mal, même si on sait qu'il peut encore faire bien mieux. Donc c'est vrai que c'est une équipe où il y a beaucoup de, j'ai pas envie de dire de contradictions, mais tu sens qu'il y a un potentiel, mais qu'il va falloir le montrer. Ça, c'est évidemment la clé. Et après, je trouve qu'Habib Beye a quand même apporté des belles choses. Tu vois, si tu trouves qu'il n'y a pas une différence entre le Rennes de la fin de Stéphane, le Rennes de Sampaoli et le Rennes d'Habib Beye, c'est juste que tu es dans la hate d'Habib Beye, parce que voilà, on sait qu'Habib Beye, il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir tomber, parce qu'évidemment, il y a eu de la hype autour de lui, il y a eu l'aspect commentateur, le fait qu'ils disent, voilà, j'ai envie d'entraîner un club de Ligue 1 et qu'il n'a pas fait et tout. Mais si je juge, moi, de ce que je vois, encore une fois, je trouve qu'il a posé des bases intéressantes. Il y a des idées de jeu, c'est pas encore tout à fait abouti. Contre les gros, il faut faire bien mieux, mais
Il a récupéré une équipe malade, beaucoup de mercato, oui, mais il est en train petit à petit de mettre les pièces du puzzle au bon endroit. Et je vois un Rennes qui progresse bien, quoi. Que 9 buts encaissés sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, dont 4 contre le PSG, la défense est bien remaniée. Non, ouais, Ostigard, le terroriste, ne revient plus jamais. Putain, c'est vrai que Ostigard, c'est où tu vois que il y a des choses qui ont tellement. Enfin, même. Comment il s'appelait Grönbeck. Grönbeck, il était là encore en décembre. Et Grönbeck, Ostigard, t'as l'impression que c'est déjà il y a 2-3 ans, quoi. C'est dingue à quel point ça peut. En faisant autant de changements dans le mercato, ça peut aller très très vite, quoi. Donc, ouais, écoute, moi je suis plutôt optimiste pour l'avenir à court et moyen terme du Stade Rennais. Donner encore de la stabilité à Bib Bay, une vraie prépa, une saison où tu repars de l'avant. C'était une saison très décevante, galère, mais là au moins tu sens qu'il y a quand même des petits motifs d'espoir et que ça va pouvoir le faire, quoi. Mais oui, Rennes et Marseille changent de 11 tous les 6 mois. Bon, là en vrai, je pense que le mercato estival de l'été dernier, ils se sont trompés, ça n'a pas été fait, ils n'avaient pas envie d'attendre que certains joueurs aient le déclic. Ils ont tout balayé et je trouve que oui, faire un gros mercato en hiver, ça peut être un risque, mais des fois il y a des équipes qui en ont besoin. Des équipes qui en ont besoin, comme l'OL l'an dernier, comme Rennes là, et je pense que ça leur a apporté quelque chose. Et on n'oublie pas évidemment que pour Rennes, c'est pas parce qu'on fait du gros mercato qu'on va enlever la formation. On sait que la formation à Rennes c'est capital. Jacquet, Diawy Cissé, Kader Meïté, 3 joueurs qui vont compter, je pense, dans l'avenir proche du club. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est vrai que quand on voit les 11 que le Stade Rennais a sortis avec Rutter, Matistel, Kamavinga, Dembélé, Désiré Doué, c'est quand même une équipe qui a formé énormément de très très bons joueurs. Sincèrement, c'est propre, quoi. Furuhashi, malheureusement, il y a une blessure à l'épaule. Il n'a pas encore marqué, il n'a plus trop ce rôle de titulaire. Je ne sais pas si c'est un panic buy, mais je pense que Kyogo Furuhashi, ça restera peut-être pas cet été. À voir avec qui tu vas repartir de l'avant. Ouais, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Kazim Olegbe, hein, le joueur arrivé de Belgique, mais qui a aussi un profil intéressant. Ismaël Koné, j'ai bien aimé aussi son apport, et je pense que lui, il aura son mot à dire. Il avait été très très bon contre Angers. Donc tu vois, ouais, des joueurs de la rotation, Jordan James, Hans Attebourg, pourquoi pas les revoir l'an prochain et dans ce Stade Rennais-là. Donc ouais, ça donne des garanties. Côté Havre, juste pour dire un mot là-dessus, bah là, défensivement, autant tu avais eu des matchs encourageants et tout, là, contre Nantes, contre Montpellier, là, la défense a été catastrophique en long et en large. Et là, Gorgelin, on sait qu'il y a la concurrence avec Desmas. Je pense qu'Odegaard le maintiendra sa confiance, mais le 4e but, c'est terrible, hein, parce que je pense que c'est l'erreur que tous les gardiens ne veulent pas faire. Concéder un but comme ça où le gardien ou l'attaquant récupère le ballon de tes pieds, là, ça pique grave. On y va, les amis, pour le petit 11 type. Ça fait 1h30 que je parle. Et encore, on n'avait que 8 matchs. C'est-à-dire à quel point j'ai été très très bavard. Mais avec vous, les amis, évidemment, on aime s'époumoner devant cette Ligue 1, ce championnat qui nous offre autant de belles réjouissances. On va y aller donc pour ce 11 type de la 29e journée. En vrai, je pense qu'il y aura il y a beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs qui ont marqué des doublés et tout. Donc évidemment, ça va être compliqué de faire des choix. Bon, je mets évidemment Ivan Diouf, même si je pense que j'aurais pu mettre aussi Philippe Cohn, qui a été très très bon. Je vais mettre Ndaye Chimier, que j'ai pas mal apprécié lors du match face à Strasbourg, qui a été bon défensivement, qui a aussi marqué ce but à la fin. Je vais mettre Koumbedi parce que j'ai vraiment adoré son match, même si c'est vrai que sur le but de Sinaloko, il n'y a pas de tout reproche, mais j'ai beaucoup aimé son activité. Je mets Rouault, que j'ai beaucoup apprécié. On a parlé évidemment des joueurs qui reviennent, qui sont arrivés, et j'aime beaucoup son apport. On va se faire plaisir sur ce 11-là avec évidemment Cherki, incroyable match. Nakamura, qui a été lui aussi très très bon avec son doublé. Mbolo, qui a fait, comme je l'ai dit, peut-être son match référence côté monégasque face à l'OM. Esteban Le Paul, le doublé qui passe bien. J'aurais pu mettre Ajorc, Kalimundo, qui ont aussi très très bon. Mais voilà, je peux pas mettre 150 attaquants. Au milieu de terrain, bon, là, c'est vraiment les dilemmes, comme on dit, royaux. Je me permets de mettre Zakaria, qui a été très performant. On a évidemment aussi André Santos, qui a été parfait avec ses 2 passes décisives qui ont été hyper utiles, et la récupération haute. C'est un joueur, on sait, qui a un apport conséquent dans le domaine offensif, mais aussi au niveau de la récupération. Comme je vous le disais,
ça fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Alors, hors avec PSG, mais même avec PSG, lui, son évolution, c'est vraiment très complet. Et puis, je vais mettre Matouziwa, qui a été très très bon aussi avec Rennes, qui a été impliqué sur 3 buts. Donc, bien sûr, on va le mettre en avant avec cette victoire probante 5-1 contre Le Havre. Merci à vous d'avoir suivi ce débrief Ligue 1, c'était un plaisir, désolé pour le petit bug à la fin, mais on a quand même fait ça jusqu'au bout pour clôturer en beauté. Donc ce 11 avec Yevan Diouf, Koumbedi, Youssouf, Rouault, Cherki Zakaria, André Santos, Matouziwa Nakamura, Le Paul Mbolo, on est plutôt bien, ça c'est du 11 de qualité. Prochaine journée de Ligue 1, on aura pas mal de matchs, évidemment on l'a dit, intéressant. Vendredi soir, Rennes-Nantes. Le petit derby qui passe bien. PSG Le Havre, 17h le samedi. Monaco-Strasbourg, samedi 19h. Celui-ci, on sera évidemment devant. Le Marseille-Montpellier, petit match un petit peu, voilà. Il faut quand même pas le faire, l'OM. On n'espère pas, mais ça va être intéressant de jeter un coup d'œil. Dimanche 15h, le petit LOSC Auxerre pour commencer tranquillement. Brest-Lens, Nice-Angers, Reims-Toulouse, avec plusieurs enjeux variables pour le multiplex du dimanche après-midi. Puis Saint-Étienne-OL, le derby. Là, on a hâte vraiment de pouvoir commenter pour la première fois un derby. Ça va être bouillant, ça va être tendu comme on aime. Donc, on va se régaler dans ce sens. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi ce débrief, d'avoir été jusqu'au bout. On se retrouve sur Hors-jeu, sur les débriefs Ligue des Champions. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous les contenus sur YouTube et en format podcast audio avec les débriefs de Scipion, avec Formation Football Club. Donc voilà, vous avez tous les rendez-vous qui sont là. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, passez une bonne journée et je vous dis à très vite, les amis. Salut à tous.